Bonjour et bienvenue sur le Podcart, votre podcast d'Airsoft. Je suis Artemis et j'ai avec moi autour de la table les trois mêmes chroniqueurs qui sont de véritables passionnés et répondent toujours présents pour partager leur passion autour d'un micro. Et dans cet épisode, nous allons recevoir Mino, l'un des membres fondateurs du règlement ACP aux côtés de Strike et de Larsen, afin de parler du côté le plus simulationniste et immersif de notre discipline. Dans la rubrique Airsoft Fashion, Red nous parlera d'artisanat. Kurma, quant à lui, s'étalera sur les performances des AEG. Et enfin, Gont nous introduira pour ce dernier épisode de la saison 2 un débat clivant dont il a décidé de garder encore une fois le thème secret. Red, en différé depuis le Japon, comment ça va? Il est tard. Merci de nous faire le plaisir de pouvoir enregistrer avec nous, malgré ces heures de décalage. Ce sera un plaisir pour vous et probablement moins pour mon voisin, mais il en a rien à foutre quand il joue aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du mat, donc chacun son tour bro. La roue tourne va tourner. Kurma, chevalier de la Dremel, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, il fait froid, donc je me réchauffe avec ma Dremel. Voilà. Et pour terminer ce tour de table des chroniqueurs, Gont, est-ce que tu es en train de cramer des codes pénals aujourd'hui pour pouvoir réchauffer ta baraque? Non, j'attends que l'entrepôt face de chez moi se vide pour pouvoir tester mon Galil. Messieurs, nous allons sans plus attendre accueillir notre invité du jour, Mino. Salut à tous, hein. Merci pour l'invitation. Ça me fait un peu bizarre et je fais un peu le stress d'être seul à parler de l'ACP parce que même depuis l'origine, il y a une quinzaine d'années jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont contribué à faire ce qu'est l'ACP de nos jours et c'est vrai qu'être le seul orateur aujourd'hui qui vient en parler, ça va pas être simple, ça sera pas évident. On n'imagine pas la responsabilité que tu as sur tes épaules de parler de 3 lettres qui font peur à beaucoup d'airsofters. Ouais, quand même, ouais. Écoute, on espère qu'il n'y aura pas trop d'écart et si jamais c'est le cas, qu'on ne t'en tiendra pas rigueur étant donné que tu es la seule personne à venir aujourd'hui nous en parler. Traditionnellement, on commence notre épisode par la rubrique invitée. Au cours de ces rubriques invitées, on pose les mêmes questions, ou presque les mêmes, à nos différents invités, afin que les auditeurs puissent se faire une image de la personne que tu es. Certains auront déjà reconnu ta voix ou ton pseudo parce que tu es venu réaliser un hors-série avec nous sur le challenge Crossroad. Malgré tout, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, est-ce que tu pourrais nous dire quel type de joueur à l'heure actuelle tu es? Tu parles de Crossroad, qui est un challenge sniper. Donc, en fait, j'ai commencé l'airsoft en tant que sniper complet. J'ai pas touché une machine à coudre comme tout le monde, hein, même si au début, on disait tous, il faut pas commencer par le snipe, c'est compliqué, patati patata. Mais quand je rentre dans une passion, en règle générale, je m'y lance à fond et je mets les moyens. J'ai toujours été attiré par les fusils de précision. Donc j'ai voulu commencer d'entrer après maintes et maintes recherches sur Internet. Donc là je parle de 2008, hein, sur les Bolt, donc les T96, les VSR et APS qui ressortaient du lot. Partant de là, je suis parti directement dans cette discipline. J'ai commencé l'airsoft en tant que sniper, pur et dur. 2008, tu as commencé en tant que sniper, mais comment est-ce que tu as connu cette discipline et qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer dedans et notamment de ne pas prendre de machine à coudre, mais de prendre un sniper? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de te démarquer? C'est compliqué parce que je m'en souviens plus, je dois vieillir, donc des trous de mémoire. Je pense que c'est via Internet où j'ai commencé peut-être à m'intéresser, à regarder des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas si à l'époque les YouTubeurs existaient déjà, mais j'ai commencé peut-être à tomber sur des forums comme Snipersoft, Sniperland, où j'avais des choses qui ressortaient à ce niveau-là. Mais peut-être très simplement, si je dois me souvenir, comme j'ai toujours été attiré par les vrais fusils de précision, j'ai peut-être commencé à chercher ce qui se faisait dans l'airsoft, parce que je connaissais l'airsoft, je savais que ça existait, les pistolets à billes, hein, depuis très longtemps, hein, même quand j'étais au lycée, donc ça remonte au milieu des années 90. Et oui, je suis vieux. Je savais que ça existait, donc j'ai commencé à chercher là-dedans. Qu'est-ce qui se faisait? J'ai pas honte de l'avouer, je suis même tombé sur le fameux fusil que tout le monde prend et qui jette de suite, parce qu'à part faire un pied de lampe, il ne sert qu'à ça. Donc je suis parti par des recherches similaires sur le monde des armes, des règles et le monde de l'airsoft, tout simplement. Ce qui t'a inspiré tes premiers combos gear réplique, c'était juste ce côté attirance des snipers. T'as pas été influencé par ce qui est film, série de l'époque? Un peu plus par la suite. Il y a le fameux shooter tireur d'élite, mais il y avait le Sniper, qui est un film qui est un peu plus vieux. Ça m'a toujours attiré. Disons que chaque fois qu'il y avait un film qui passait à la télé, s'il y a un fusil de précision dedans, je regardais que ça. Maintenant, j'ai un œil plus avisé, plus en retrait. Je cherche à savoir quelle est l'arme, les erreurs, parce que dans les films, on voit beaucoup d'erreurs, des lunettes montées à l'envers, et ainsi de suite. C'est à partir de là que ça l'a fait. Et je vais l'avouer, hein, la réelle décision, j'étais petit, une dizaine d'années, et j'allais, quand j'allais chez mon grand-père, chasseur, il avait une 764 montée avec une lunette à verrou pour la chasse au sanglier. Et mon régal, c'était d'aller chez le grand-père,
rentrer dans la chambre, prendre le fusil dans les mains, bon bien sûr sans munitions, sans rien, m'allonger sur le lit et à travers la fenêtre viser, c'était mon truc. Donc c'est un peu parti de ça, cette attirance pour les fusils de précision. Effectivement, quand tu habites à la campagne, Oui, c'est à la campagne. tu vois souvent des fusils, accrochés au mur ou autre, par les grands-parents ou les parents, moi j'en vois régulièrement des petits partir avec, leur père ou leur grand-père à la chasse, hein. C'est un peu ça, ouais. Est-ce que au fil des ans, tu as des personnes qui t'ont inspiré, soit dans le choix de répliques ou, de gear? Alors, oui et non, c'est-à-dire que la première chose qui m'a attiré, ce sera pour la discipline, la fameuse ACP, hein, et ma première participation à la Plume Blanche. Donc, et l'esprit, la philosophie, l'attitude de jeu que les AWACS et One Shot donneront à travers ce challenge qui décidera plus tard ma philosophie de jeu. Mais tout ce qui est matériel, non, j'ai aucune inspiration, c'est un autodidacte. J'ai testé pendant des années mon matos, à acheter, revendre, à essayer, à voir ce qui se faisait, à échanger les informations à travers les réseaux sociaux, à travers les rencontres. Pour moi, comme pour tout le monde, le matos que l'on porte, c'est forcément toujours le mieux, le meilleur, c'est ce qui est tout à fait normal. J'achète de moins en moins de matériel maintenant, puisque mon matériel est rodé à 48 heures d'OP, à droite à gauche, sur le long terme, et ainsi de suite. Si je prends encore le week-end dernier où j'étais sur une OP où il a plu, bon là c'est pas du sniper, mais mon bivouac, contrairement à d'autres, j'étais au sec. Donc c'est à force d'expérience, de recherche, de tests et d'échanges, surtout les échanges, hein, qui ont fait que j'ai pas été inspiré au niveau du combo J-Replic comme tu parles. Hein. La seule attirance, c'était le fusil anglais d'Accuracy Warfare, hein, la W338 qui m'a toujours plu, et bien sûr la firme française PGM. Pour revenir sur toi, tu nous as fait une confession autour d'un bivouac. Tu as commencé l'airsoft en faisant de la dominicale. Tu as très rapidement basculé dans ce qu'on va appeler l'ACP. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, partir plutôt vers ce type de jeu-là? Pour résumer mon départ dans l'airsoft, donc 2008, je m'intéresse par internet au fusil de précision. Je commence à m'équiper, mais sans pour autant me jeter dans le grand bain, c'est-à-dire aller voir des gens et dire bah tiens on peut se tirer dessus. Apparemment c'est ça l'airsoft. Je m'équipe, je commence à mettre de l'argent dans les upgrades de mes bolts et ainsi de suite, dans mon matériel minimum. Hein. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien beau de tirer dans le jardin sur les cibles, mais c'est pas ça que tu veux faire. À un moment donné, tu veux essayer de jouer comme à Call of. Je me suis dit, je vais commencer à m'intéresser autour de mon village, qui a des assos, des équipes d'airsoft qui se rencontrent le dimanche. Donc je tombe sur une première équipe qui s'appelait les Contracteurs 83 à l'époque, qui était dans le centre Var. Et je prends contact avec eux via les forums, puisqu'à l'époque c'était le forum qui avait vent en tête au niveau des réseaux sociaux. Hein. Je prends contact avec eux, je me présente, et puis arrive le premier dimanche où je me retrouve au milieu de peut-être une cinquantaine de joueurs sur une partie pas vraiment structurée, quelque chose un peu style match à mort. Ben, mettez-moi en face, quand ça crie, on attaque et puis on voit ce qui se passe. J'ai commencé à prendre mes premières sensations. Alors je le dis toujours, hein, mes sensations malsaines, hein, quand vous voyez quelqu'un dans votre lunette et que vous tirez une bille qui la prend, il ne sait pas d'où ça vient, il y a une sorte d'émotion et de sensation qui ressort, qui est pour moi malsaine parce que ça reste un jeu. Pour le jeu, elle n'est pas malsaine, mais pour la vraie vie, elle le serait, bien sûr. Ça démarre comme ça et j'en fais pas énormément. Derrière, on fait quand même beaucoup d'entraînement. Je m'investis un peu plus dans l'association. Et à partir de là, je commence déjà en 2009 à rencontrer des gens qui commencent à s'orienter un peu plus vers le milsim, sachant que le milsim était très évasif à l'époque. Donc, ce sont des gens qui font de la dominicale, mais un peu plus scénarisés. Et là, je m'aperçois que je me dis, tiens, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux de faire un petit peu de la marche, de faire de l'approche tactique, de mettre en place des techniques, plutôt que de faire un match à mort style Call of Duty, quoi. Et le match à mort Call of Duty, j'avais qu'à allumer la console pour jouer à ça. Et c'est en 2009 que se crée la première Plume Blanche. Et c'est à partir de 2009 que je m'intéresse à ça plus longuement. Donc oui, j'ai commencé par des petites parties dominicales, mais franchement, je dois les compter sur les doigts d'une seule main, je pense. Derrière, ça a vite basculé sur des dominicales, mais un peu plus scénarisées. Et on va dire que à partir de la première Plume Blanche, bon, voilà, on part directement dans l'immersion un peu plus réaliste. On parle de Plume Blanche, ce fameux challenge créé par One Shot des AWACS résonne encore comme une légende parmi tout ce qui est amateur de Bolt. Quelle a été la première, toi, que tu as tentée? Tu as dit que la première avait été créée en 2009, mais c'est pas la première à laquelle tu as participé. Non, c'est pas la première à laquelle j'ai participé pour la simple et bonne raison que je voulais le faire parce que j'étais vraiment attiré. 2009, c'était la Plume Blanche. La première, c'était un essai de la part des AWACS. Les AWACS, c'était une équipe d'anciens militaires d'actifs qui, en fait, sont les pionniers un peu du milsim. Eux, ils voulaient faire comme en vrai. À force d'entendre que les snipers du dimanche, les snipers des dominicales faisaient, oui, moi je fais 20 kills, tout patati patata, il a voulu créer un petit peu comme une revanche envers les airsofters, parce que lui c'est un vrai ancien TP de l'armée française, il a voulu créer donc un challenge. Donc il crée ce challenge en 2009, j'ai envie d'y participer, en plus c'était en mode solo, en montagne, donc là c'était vraiment la mise dans le grand bain sans savoir nager quelque part.
Sauf que ma fille devait naître fin septembre et le challenge était fin août. Et ma femme, à l'époque, mon ex, maintenant, me dit peut-être que tu devrais pas y aller, on sait jamais. Ça n'a pas raté. Ma fille est née un mois à l'avance le week-end de la plume blanche. Donc j'ai bien fait de ne pas y aller. Donc je m'inscris bien sûr sur la deuxième, celle de 2010, qui avait rien à voir avec celle de 2009, parce que le 2009 c'était un galop d'essai. Et c'est celle de 2010, on commençait à vraiment rentrer dans le vif du sujet et l'esprit qu'il en ressort. Donc là, je veux la faire, mais c'est en binôme. Et à l'époque, j'ai pas vraiment de binôme. Mais, comme je vous ai dit dans la question précédente, on avait rencontré d'autres joueurs qui partaient plus sur du scénarisé. Et à l'époque, c'est Yo-Yo, mon binôme de cœur et mon binôme de départ, qui me dit j'ai entendu parler de la plume blanche, moi aussi je connais pas, est-ce que ça te dit qu'on le fasse tous les deux? Donc on se connaissait très peu, hein. Ça faisait quelques mois qu'on se connaissait, même pas un an, quoi, tout à fait. Et je dis ben allez, banco, on y va. Et on rentre dans ce challenge, on est dans les premiers inscrits, on y va plein d'espoir et plein de questions et d'envie, et on en a pris plein la tête, quoi. C'était génial. Quand je dis plein la tête, c'est-à-dire un vrai bonheur, un pur plaisir, une vague d'émotions. On s'est dit, mais c'est ça. Voilà, stop, maintenant, on arrête de faire des conneries le dimanche, là, et ce qu'on a fait avec les autres. On va partir dans cet esprit-là. Le challenge de 2010, pourtant, c'est un challenge assez simple, hein, dur physiquement, mais assez simple au niveau du scénario et de sa globalité. On s'est regardé, on a dit, mais c'est bon, c'est ça qu'on veut faire. C'est dans cet esprit-là, c'est cette philosophie de jeu, c'est vraiment ça. On veut partir là-dedans. Et puis, à partir de là, c'est parti, quoi. Ça a fait ce que je suis à l'heure actuelle et ainsi de suite. C'est ce qui a fait que quand Yo-Yo a voulu arrêter et que Camille est rentré dans ma vie, entre guillemets, c'est comme ça que c'est parti. Quelque part, je dis pas que j'ai formé Camille parce qu'il était déjà dans cet esprit-là. J'ai pu avoir la continuité de mon jeu grâce à Camille, à mon second binôme. Parce que sinon, je sais pas comment ça serait passé. Parce que là, je parle de 2010, on est en 2025, ça fait 15 ans quand même. Donc peut-être que pendant 15 ans, on n'aurait pas pu faire. Et c'est ce qui a permis aussi de rencontrer Strike de BSO Games, pour ceux qui connaissent à l'époque. Voilà. Donc la première participation à la plume blanche, comme je l'ai dit dans Crossroad, c'est vraiment le déclenchement de tout. Mino, tu es à la fois joueur, organisateur d'OP, mais aussi de challenge ACP. À l'heure actuelle, où est-ce qu'il est le plus simple de te croiser? Alors, tu fais bien de préciser à l'heure actuelle parce que tu aurais dit où on a pu te croiser ou quoi que ce soit. J'aurais pu te dire sur un gros triangle avec la pointe au niveau de Lyon et la base entre Perpignan et Nice, quelque part. Donc oui, je suis joueur ACP depuis 2010, organisateur d'OP. Alors, pas trop au départ parce que chaque fois que j'ai voulu tenter un truc, ça a merdé. Donc j'ai préféré, pardonnez-moi du terme, mais j'ai ressortir à chaque fois ce qui s'est passé. J'étais plus co-organisateur sur beaucoup d'OP et ainsi de suite. Mais ce Crossroad, lui, a déclenché le fait que finalement j'étais capable, avec de l'aide, je tiens bien à le préciser parce que sans toute l'aide que j'ai eue, je ne serais pas arrivé à faire des choses. Donc où c'est qu'on peut me croiser? Pour l'instant, on est toujours dans le sud, surtout pour l'année 2026, donc à en sortir beaucoup d'OP parce que là, il y a un reboost complet de la CP. Mais on pouvait me croiser à travers, je dis pas toute la France, hein, parce que les grosses et principales OP ACP ont été pratiquement uniquement dans le sud. Donc, quand on parlera de l'ACP, j'expliquerai un peu l'évolution, mais c'était beaucoup plus dans le sud. On a rarement dépassé la région Rhône-Alpes pour ça. Donc, on va dire, sur ce fameux triangle Pointe-Lyon, avec la base entre Perpignan et Nice. Merci Mino, je te propose qu'on te retrouve lors de la section invité et qu'on laisse la parole à Red pour sa rubrique Airsoft Fashion, ou comment mal dépenser son argent. Shame on you. Bienvenue dans cette rubrique Airsoft Fashion. Aujourd'hui, on va voir comment dépenser de grosses sommes. Ça a été annoncé, aujourd'hui on va parler d'artisanat dans l'airsoft. Qu'est-ce que l'artisanat, Red? L'artisanat, c'est une des possibilités qui s'offre à nous entre acheter des produits ultra chers de gros groupes tels Cry Precision, Ferro Concept, Spiritus System, etc. Ou alors choper des reproductions ou contrefaçons, si on écoute certaines personnes, qui viennent de AliExpress. C'est pas cher, pour certains c'est signe de mauvaise qualité, pour d'autres c'est signe de meilleur deal, on est partagé. Mais donc il existe cette troisième possibilité qui est l'artisanat, et je vais vous dire pourquoi je trouve ça trop bien. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, pour certaines personnes et pour certains aspects, c'est bien d'avoir recours à l'artisanat. En France, et surtout en airsoft, on connaît principalement l'artisanat pour deux choses, le Kydex d'un côté, et tout ce qui est atelier, custom, upgrade, prépa de l'autre. Donc Kydex, il y a eu pas mal de mecs qui ont commencé dans leur coin et qui se sont développés petit à petit, qui ont commencé avec l'airsoft, mais pas tellement. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'il faut bien différencier. Un artisan gear n'est pas forcément un artisan airsoft. Si je prends par exemple Tiger Taylor, qui fait du plate carrier, surtout orienté force de l'ordre et melee,
À l'époque, il était aussi distributeur Templarier en France et il faisait quelques trucs pour l'airsoft. Il a fait notamment des kill flags pour une OP. J'ai un de ces kill flags qui est très cool. Il a commencé à proposer des produits pour de l'airsoft. Je connais pas mal de mecs dans le Kydex qui, à la base, faisaient des études pour l'airsoft et qui, pour la grande majorité, ne veulent plus traiter avec les airsofters, à part ceux qui connaissent. Pourquoi? La réponse rapide, c'est parce que vous êtes des cons. Je vais développer pourquoi vous êtes des cons. Donc beaucoup ont commencé avec l'airsoft et on finit par se diriger vers le monde pro et ça explique du coup les prix et les choix qui sont faits. Souvent les artisans, c'est plus cher que du AliExpress et pour certains même on se retrouve sur des prix aussi chers que par exemple des vrais fabricants tels que Ferro comme je citais tout à l'heure. Mais la différence entre les deux, c'est que déjà vous faites bosser un gars en France ou en Europe et ça c'est cool. Et l'aspect positif le plus important, c'est la personnalisation. Prenons par exemple un artisan de gear français qui s'appelle Pandattack, qui est connu pour les minimaps, qui fait pas mal de vêtements, qui fait pas mal de choses. Lui, il peut adapter le produit déjà potentiellement à votre morphologie si vous lui donnez vos mensurations, mais surtout, il peut aller vous faire des petits trucs avec des coloris un peu funky. Si typiquement vous voulez faire un pantalon dans un camo un peu particulier où il faut aller choper le tissu, bah, vous pouvez passer par lui. Il a une bonne proposition en termes de tissu. Derrière, je suis sûr que si vous avez besoin d'un truc vraiment underground, si vous arrivez à trouver le tissu, il y a moyen de discuter de la chose. Et c'est les 2 aspects qui font que pour moi, l'aspect sur mesure et la personnalisation, c'est vraiment un des gros plus. Des artisans qui font du gear pour l'airsoft ou pour le pro, je vais prendre un autre exemple avec ça, hein, c'est que vous êtes gaucher, vous avez un PA particulier, vous avez mis une lampe dessus, bonne chance pour trouver un holster. Or, mais si vous passez par du Kydex, il y a pas mal d'artisans en France, mais c'est assez discret, ils sont un peu dans leur coin. Pour beaucoup, ils font pas trop de pub, parce que souvent, en fait, c'est des mecs qui font ça à côté de leur travail ou qui commencent à passer pro et ils commencent à développer la pub, mais à ce niveau-là, bah, typiquement pour Dattack, je crois qu'il est plein temps et il fait airsoft, force de l'ordre et militaire, mais il est un peu touche à tout, mais voilà, il fait pas tant de pub que ça, parce qu'il est quand même connu dans le milieu. Forcément, vous parlez à un mec qui va vous faire la chose sur mesure, qui fait ça en petite quantité, en petite série, qui a potentiellement quelques commandes avant vous, qui doit gérer aussi les nouveaux clients, qui doit gérer sa boîte. Donc, oui, ça prend du temps. C'est normal. Quand vous commandez un gilet Ferro sur Tactical Equipments ou Terran ou ce que vous voulez, ou que vous commandez la reproduction de ce Ferro sur AliExpress ou quoi, il est déjà prêt le gilet. Il est dans un stock. Il n'y a pas d'attente, sauf que ce gilet, potentiellement, il va vous aller, mais vous avez rien demandé de particulier dessus, quoi. C'est pas du made to order. Contrairement à Pandattack où pas mal de produits sont du made to order, donc du fait sur commande. Pour en revenir à ces histoires de il y en a pas beaucoup, ils font pas de pub, en fait, il y a 2 aspects, c'est que ils ont souvent déjà leur public ou quoi, donc ça se joue souvent au bouche à oreille de «Ah ouais, au fait, je connais ce gars qui fait ça». Ou il y a un peu de pub, mais bon, là aussi, la plupart, ils passent par les réseaux sociaux comme Instagram. La deuxième chose, alors, c'est un ressenti que j'ai plus qu'une affirmation, mais c'est vraiment quelque chose que je partage avec d'autres gens, c'est qu'il y a une espèce de secret de polichinelle auprès de pas mal d'artisans qui, ne veulent pas trop copiner, ne veulent pas trop se pousser l'un et l'autre. Alors, je vais pas dire que tout le monde fait ça, mais il y a quand même une grosse majorité qui est en mode, «Je reste dans mon coin, j'ai pas envie de me mélanger, je reste discret». Parce que là, moi, je vais sortir ça, si j'en parle, les autres vont me copier, ils vont proposer ça moins cher que moi. C'est dommage parce que j'en ai parlé récemment dans un article sur mon blog sur le Mecha Saba, au Japon, où j'ai pu rencontrer des artisans japonais et pour le coup, même s'ils sont sur le même créneau, ils sont limite potes, ça discute, et compagnie. Il y a pas ces histoires-là et j'avoue que c'était cool de pouvoir, discuter avec les mecs qui étaient en mode: «Ah ouais, lui il fait ça, c'est cool, moi j'utilise aussi ses produits». Je sais que certains artisans Kydex le font. Je sais que de temps en temps, il y en a qui se filent les tuyaux les uns les autres, mais j'ai pas l'impression que ce soit développé. Alors est-ce que vous avez un ressenti similaire autour de cette table? Déjà fait avec Pandattack, pour le coup, ça s'était hyper bien passé. Je lui avais fait un retour du minimap que j'utilisais. Il était content de voir que, c'était quelque chose qui me convenait et qui me plaisait. C'est un des artisans que je peux recommander. Mais vous parlez d'artisans en France, hein, c'est ça? Pas forcément. Moi, je parle principalement en France. Bon, là, je viens de parler de japonais très vite fait pour la comparaison, mais ça peut être France ou Europe, hein. Le but de cette chronique, c'est de parler des artisans liés à l'airsoft en France, mais j'ai déjà parlé de Pandata qui fait pas que de l'airsoft. Est-ce que tu peux partager, peu importe si ça reste un artisan? Je vais partager mon expérience. En fait, j'ai eu, encore une fois, par les échanges, les infos et les rencontres avec les personnes, j'ai pu me rapprocher d'artisans français, basés à la fois dans le sud et ailleurs, mais qui sont de suite attraits au monde du réel, notamment des personnes qui font beaucoup du Kidex pour les forces de l'ordre, pour l'armée. Donc, forcément, pour l'airsoft, c'était très facile d'allier les produits. Après, il y avait des petites différences entre le Glock 17 Marui au niveau des dimensions par rapport au vrai Glock 17. Ah, sur les vieux, oui. Il y a des grosses différences même. Mais c'était faisable. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui fait partie des forces de l'ordre, dont le père était maître tailleur à l'armée et qui lui a transmis donc à son fils
son talent et tout le matos que j'ai sur moi, que ça soit au niveau tenue, que ça soit au niveau push et compagnie, c'est du homemade, c'est du fait sur mesure, à ma demande et comme je le voulais. J'ai eu la chance de rencontrer des artisans, pas forcément professionnels pour certains, et qui ont fait des fois pour juste l'achat d'une boîte de Playmobil pour son fils en guise de paiement, du matos de fou en fait. Vous le verrez sur moi, vous le trouverez nulle part sur le net, quoi, pas en photo sur mes reviews. Le dernier artisan qui m'a fait des trucs un peu plus poussés, il est en Europe, puisque c'est Sprinter, Custom Gilly, qui lui fait quand même du matos pas si mal que ça pour nous les snipers. Et il y a quand même des artisans en France qui ont poussé le camouflage plus loin, qui sont vraiment bons. Et c'est ce que j'ai apprécié dans cette communauté de snipers, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment fait avancer au niveau de l'airsoft, mais qui auraient pu le faire au niveau réel, le matériel qu'on utilise nous aujourd'hui. Typiquement, je pense à Bifab qui a proposé les premiers holsters clipsables pour Mark 23, parce que quand tu voulais utiliser le bloc lame, bah non. Bifab qui a été dans les premiers à proposer des holsters comme ça et qui ensuite a tenté de le développer pour d'autres répliques, ça marchait bien pour l'airsoft. C'était dans les premiers à faire de l'impression 3D en plus au niveau de l'airsoft. Pour lui, ça a été une grosse nouveauté. Maintenant, l'impression 3D s'est acté et ses designs ont été copiés par tout le monde, mais lui, il est des précurseurs là-dessus. Tout à fait. La plupart des artisans, ils ont commencé dans leur coin à faire des petits trucs pour les potes, puis ils se sont dit «Ah bah, au final j'aime bien, donc je vais commencer à ouvrir un peu plus». C'est ça. Puis certains ont eu la chance de se dire «Vas-y, je vais en faire mon taf parce que je kiffe ça», et d'autres ont préféré garder ça en petite série dans leur coin, mais ça reste un savoir-faire et C'est un métier, il faut le dire. c'est clairement un métier, ça vient avec le temps. Souvent, ce que vous payez dans le prix, pour tous les artisans, que ce soit Kydex, que ce soit Gear, que ce soit ce que vous voulez, c'est l'expertise. C'est vrai qu'en introduction, j'ai parlé des ateliers qui font du custom, de la préparation. Ceux-là, je vais les laisser dans leur coin parce que c'est très particulier comme chose. Chacun fait sa tambouille, chacun fait des choix discutables. Ça reste en soi de l'artisanat, certes, ça reste des petits gars dans leur coin qui font des trucs. Peut-être qu'à l'avenir, on aura l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, niveau Kydex, j'ai parlé très vite fait en termes de holster, mais plus imprimé 3D de Bifab, mais typiquement dans le sud, t'as Hexagon Holster Kydex. Scaru, Je sais plus où il est, mais Scaru m'a fait beaucoup de choses. Scaru, j'en ai entendu du bien. Ah oui, il bosse très bien. C'est l'un des rares qui continue à faire de l'airsoft et de le faire ouvertement pour l'airsoft. Régulièrement sur sa page, il partage pour de l'airsoft. Typiquement Hexagon Holster, ils font de l'airsoft, mais c'est plus confidentiel et ils sont plus sélectifs au niveau des gens. On est plus sur une entreprise, c'est une PME. Mais ETFR, donc étui français, qui eux, Airsoft c'est un tabou, faut pas mentionner Airsoft dans ta commande parce qu'ils sont capables de l'annuler. Je vais pas parler de ta Prague Bang parce que je me respecte. Je vais prendre l'exemple de Hexagon Holster Customs. J'avais pu discuter à l'époque avec l'ancien propriétaire, Laurent, je t'embrasse, qui m'avait dit moi, j'en ai marre de bosser pour les airsofters, c'est des cons. Donc, la phrase du début, c'était pas que pour vous aguicher, c'est un fait. À chaque fois que j'ai discuté avec des mecs qui font de l'artisanat, que ce soit Kydex ou quoi, les airsofters, c'est des cons parce que ils se disent je paye des sommes pas permis. Donc, dès que j'ai commandé le truc, dans les 24-48 heures, il sera prêt. Sauf que non, les gars, c'est du made to order. Donc, les mecs sont en train de s'exciter à dire oh, quoi, mais j'ai payé 80 € pour un holster Kydex alors que c'est juste un bout de plastique. Non, les gars, c'est pas qu'un bout de plastique. J'ai un ami qui essaye de se mettre à son compte et c'est très galère parce que bah, ça reste un monde compliqué. Il fait un peu de Kydex pour les copains qui font de l'airsoft, pour les copains qui font du tir et il bosse pas mal pour les forces de l'ordre quand il arrive à avoir des contrats. Il fait du Kydex dans son coin, donc c'est Squirrel Workshop du côté de Montpellier, on l'embrasse. Salut Gauthier. Typiquement, je l'ai vu faire et ça s'improvise pas, hein. C'est un savoir-faire. En fonction de la réplique ou de l'arme, faut que tu aies les cales pour, parce que si t'as pas, c'est des toutes nouvelles choses à faire, donc ça arrive. Quand tu dois envoyer, typiquement, il y a des shops qui te disent nous on n'a pas ce truc-là ou on n'a pas ce modèle avec cette lampe, donc faut que tu nous envoies ton matos. S'il faut que tu envoies ton matos et que ton matos il est en plastique, faut qu'il fasse hyper attention parce que avec la presse à chaud, bah, ils peuvent te cramer ta réplique. Eux aussi ils jouent avec la chose, donc c'est cher parce que c'est un savoir-faire, parce que c'est des choses. Donc effectivement, si vous êtes droitier avec un Glock qui utilise une X300, est-ce que le Kydex est pertinent? Vous allez facilement trouver potentiellement moins cher en cheapos ailleurs. Mais il y a des fois où vous n'avez pas le choix, quoi. Parce que c'est des PA que quasiment personne ne fait, avec des lampes que quasiment personne n'utilise, ou qui, contrairement par exemple à une X300, peuvent utiliser un omnivore ou d'autres types de holsters qui sont basés sur la lampe. Bah, ce genre de holster, quand t'es gaucher, bah, tu vas te faire foutre en fait. Il y a une phrase qui dit le client est roi. Ouais. Ça a été une phrase qui a été inventée par des ricains arriérés débiles qui se disent j'ai payé, j'ai le droit. Le client, il est pas roi, le client, il est comme tout le monde. T'as peut-être payé pour un truc, mais si le mec en face, il est pas là pour te le faire, t'as beau dire oui, bah si ça, je vais aller chez la concurrence. Ça va être pareil chez la concurrence. Le client est roi, mais quand le roi il abuse, on lui coupe la tête. C'est très français, ça. Ça a Ouais. été fait, même. Moi, j'utilise des mots, toi, tu utilises une guillotine. Exactement. Comme dit Kurma. Arrêtez de vous comporter comme des cons quand vous commandez des trucs, soyez patient.
Peut-être que le mec, il a pas que ça aussi à foutre de répondre H24 aux mails de mecs qui sont en mode: «Tu es où de ma commande? Tu es où de ma commande?» parce que vous êtes en mode: «Oh mais ça va, Ça lui fait perdre du temps. oui», parce que vous vous dites: «Ouais, mais il y a que moi qui envoie ça». Mais s'il y a 10 pécores qui font comme vous, il doit répondre à 10 mails. C'est ça, il faut pas rentrer non plus dans ce débat-là, mais un artisan en France, si on sort complètement de l'airsoft, on sait très bien que le système économique, l'URSSAF, les charges, et ainsi de suite, tout ça y joue beaucoup. Donc il faudrait qu'à un moment donné, le client, l'airsofter moyen, comprenne qu'il n'achète pas une grosse entreprise qui fait faire tous ces trucs en usine en Chine, sans critiquer bien sûr, qui fait rentrer des conteneurs énormes. L'artisan français qui va faire ça de ses mains, eh ben, il y a le temps et tout ce qui va avec. Donc, si les gens ne le comprennent pas, je peux comprendre qu'à un moment donné, l'artisan lui dise, écoute, dégage, quoi. C'est normal. Donc, le client n'est pas roi. Clairement, le client n'est pas roi. Et ça, c'est valable pour tout, hein. Genre, arrêtez de vous comporter comme d'odieux connards à qui on doit tout, hein. Ça sert à rien. Je voulais vous citer quelques artisans. J'ai pas déjà parlé de Pandattack pour le gear. Pandattack, dont Alexis est passé par lui et a eu une bonne expérience, et je sais que c'est pas le seul. Pandattack, il est connu pour faire du bon taf. Donc, on va reparler de Scarus, Kydex, qui fait du très très bon taf en termes de Kydex. SQWKFR, donc Squirrel Workshop sur les réseaux, mon ami Gauthier qui fait du bon Kydex aussi. À mon retour en France, je vais sûrement l'embêter pour me faire un holster de G45. Et il y en a bien d'autres, hein. Là, pour le coup, essayez de regarder. Dans le 06, Manu Ikaidashik, qui lui fait beaucoup plus pour le professionnel, mais qui est fait aussi pour les airsofters, qui est un très très bon professionnel. La plupart des gens qui font du Kydex, comme Hexagon Holster Customs, ou même si vous passez par des boîtes comme ETFR, ils pourront vous faire du holster pour de l'airsoft. ETFR, ne dites pas forcément que c'est pour de l'airsoft. Et dans tous les cas, en fait, ne soyez pas des relous. La plupart qui font pour du pro pourront faire du holster, du moment que les cotes de la réplique sont les mêmes que l'arme réelle. Si vous avez un Glock 17 Gen 3 Marui ou un Glock 19 Gen 3 Marui, oubliez. Ou alors passez par des mecs qui sont spé là-dedans comme Scarus, qui en a déjà fait et qui saura faire. Et un petit dernier que moi j'ai de côté parce que c'est un petit truc où j'en ai pas parlé, mais on a aussi des mecs qui font de la gravure au laser ou de la gravure par CNC. Donc je vais parler de l'atelier de cassé par lequel je suis déjà passé, donc atelier de cassé KC comme les deux lettres, qui est dans le Grand Est et qui fait du très très bon taf. J'avais un corps sans marquage, je lui ai demandé est-ce que tu peux me faire des marquages Colt? Et il m'a dit go. Et il les a fait. Ils étaient très très propres. Oui, franchement, les marquages étaient très très bien. Le corps réel, c'était autre chose. Mais les marquages étaient très propres. Ouais. Les marquages et le traitement juste après les marquages était encore plus propre que celui de base. J'avais vraiment une différence de traitement entre le upper et le lower sur lequel il y avait eu les marquages, le traitement était bien plus propre. C'était quelque chose. Donc la conclusion de tout ça, c'est acheter intelligemment. Posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin de passer par un artisan? Parce que le besoin, il est relatif. C'est est-ce que vous avez envie de passer par cet artisan parce que vous trouvez son taf cool? Dans ce genre de cas, généralement, vous allez pas être trop con et vous êtes un minimum renseigné. Mais dans le cas où vous êtes en mode ah putain, cet artisan, il fait du bon taf, j'ai besoin de ça, je passe par lui. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de passer par lui? C'est pas parce que tous les potes ont fait comme ça que vous devez faire comme ça. Peut-être que la solution, vous l'aurez moins cher ailleurs. Réfléchissez vraiment en fonction de votre besoin. Si vous avez envie de passer par tel mec parce que vous aimez son taf, parce que vous avez envie de le financer, c'est cool, j'encourage la démarche, faites-le. Mais dans ce cas-là, gardez en tête que c'est du fait sur commande, donc ça prend du temps, etc. Et pour les mecs qui sont en mode ouais, mais j'ai vu ce tarif, c'est cher. Dans ce cas-là, allez voir ailleurs. Bisous. Et prenez du produit sur étagère. C'est ça, exactement. Faut pas être il y a tout le monde qui fait comme ça, je vais faire comme tout le monde. Et ensuite, les mecs qui sont en mode ils me demandent 80 € pour un étui, ils me demandent 200 balles pour un pantalon. Le matos qu'il va utiliser, normalement, ça va pas être du tissu AliExpress en quart du riz, 50 deniers. Donc, en théorie, ça devrait le faire. Gardez en tête, pensez intelligemment. Si vous voulez un holster, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un holster en Kydex pour faire comme tout le monde ou vous pouvez vous contenter d'une repro TMC de Safariland made in AliExpress pour Glock X300? Et si vous prenez du sur-mesure, comme tout, ça prend du temps. Vous avez des choses à rajouter autour de cette table? Pour le coup, artisan égale temps et égale argent, mais égale qualité supérieure. Que la qualité, ça se paye. Ensuite, comme toujours, hein, il y a des escrocs. Il faut aussi différencier artisans qui sont là par passion de faire des choses bien et mecs qui ont vu une opportunité pour se faire du pognon. Il y en a partout, hein. On va quand même terminer avec le classique tour de table. Mino, tu es l'invité, à toi l'honneur. Est-ce que tu as envie de nous partager tes derniers achats ou des envies de futurs achats potentiels? Le dernier achat en matériel, c'est surtout un thermique de qualité. J'allais dire NODS, mais du coup, on n'est pas loin. Voilà, un thermique de qualité par un gars qui est pas loin de chez moi dans le Var, là, qui est sur les réseaux, qui est un peu le concurrent direct de Nodes aussi, hein, si on peut rentrer là-dedans. Donc c'est OWLS Vision. Alors c'est quelqu'un qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais déjà un thermique de qualité
encore une fois à cause de Gros Quick, parce que c'est lui qui me fait dépenser de l'argent depuis 15 ans. Là. Donc à chaque fois, il me dit regarde ça, lui il cherche, il trouve et c'est moi qui achète. C'est un malin. Il y a un gars qui a acheté ce dernier thermique que j'ai acheté, le Jerry YM 2.0. Donc mon dernier gros achat, mais quand je dis gros achat, c'est que quand on commence à rentrer dans des sommes À 4 chiffres. pour de l'airsoft, est-ce raisonnable? Est-ce que c'est purement déconné, et ainsi de suite. J'ai un dossier de facture. Un jour, si je m'amuse à faire le total, je pense que je suis à 5 chiffres largement et ça serait purement de la folie. Si tu poses la question aux gens autour de cette table, il y en a qui vont te répondre c'est pas raisonnable, et il y en a un qui va te dire oh ça va. Non, mais pose pas la question. Pose pas. Je ne dirai rien. Il y en a toujours un qui dit oh ça va. Le côté raisonnable ou pas, quand on fait une passion, si on s'investit pas dans sa passion, on peut pas sans investissement faire pleinement la passion. Parce qu'on va être vite frustré. Je prends un exemple. Vous prenez un VTT bas de gamme, sans citer de marque. Vous voulez faire une grosse compétition à côté. Vous avez des gars qui ont des vélos entre 8 et 10 000 euros. Vous avez beau avoir les capacités musculaires, vous ne pourrez pas rivaliser avec des vélos de... Le vélo va péter quoi. Voilà. Donc dans l'airsoft, si vous voulez à un moment donné rentrer un petit peu dans les moyens, je reviens au côté sniper, on a des bolts de la fameuse marque Silverback. Ça a un prix, mais quand on met tout ce qu'il y a à faire dedans, on se retrouve avec des 4 chiffres aussi. Mais par contre, on prend plaisir parce qu'on n'est pas frustré par un tir raté ou quoi que ce soit, parce qu'on a des bêtes de précision. Donc là, c'est pareil. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Je suis un des pionniers, je pense, à avoir tiré la nuit au bolt, en passant en premier temps par la JVN. Alors, c'est pas très beau ce que je suis en train de dire parce que c'est pas très légal. J'avais la suprématie, surtout en Melsim, parce qu'en face, il n'y avait pas grand monde qui pouvait avoir des JVN. Bon, maintenant, avec la location, parce que OWS fait de la location. Donc, avec la location, on peut avoir des binos d'excellente qualité pour un week-end, une semaine d'OP, ainsi de suite. Ça commence à devenir compliqué. Mais avant, les gens en face, quand on disait, on met une OP un soir de pleine lune, comme ça équilibre par rapport au JVN. Ouais, mais ça équilibre pas par rapport à la thermique. La thermique, surtout la mienne, un terrain dégagé, la détection est phénoménale. Donc c'est un kiff, c'est vraiment un kiff. En parlant de kiff, est-ce que tu as un kiff futur? Est-ce que tu as un truc dans le viseur? Maintenant que tu as fait ce gros achat, est-ce que tu as déjà un prochain gros achat ou un truc plus raisonnable déjà en tête? Plus raisonnable, ça pourrait être le changement de bolt, parce que au fur et à mesure, ça évolue. Donc mon premier T96 complètement gradé PDI, il est au placard depuis que le SRS est sorti. Quand le SRS est sorti, même si j'ai eu du mal à l'adopter parce que le boot-up et ainsi de suite, mais dès demain, mon ami Alumix nous sort un machin qui me plaît mieux que le SRS. Le SRS part au placard et c'est l'évolution comme ça, c'est normal. Peut-être qu'à l'époque, la 205 GTI, c'était le top, mais maintenant, vous avez des voitures qui la dépassent largement et vous évoluez. Il faut évoluer avec son temps, tout simplement. Mais toutefois, la PS2, dans les mains de certaines personnes, fait des miracles, plus que certains SRS. Tout à fait, mais la PS2 a quand même une forme, je parle pas de la mécanique, je parle de l'esthétique, d'un vieux fusil. On est en 2025, on a des fusils modernes. Sur la PS2, je pourrais pas rajouter ce que je rajoute pour pouvoir jouer comme je joue avec le SRS. Et puis on parle du même gars qui s'est dit je vais prendre une autre plateforme pour essayer de ridiculiser les gens avec une plateforme soi-disant dépassée. Peut-être, je sais pas s'il a dit ça, oui, sûrement. Il s'est fait un VSR, il est passé de la PS2 au VSR, je veux dire. Oui, c'est vrai, au VSR, oui, tout à fait. Tu prends l'exemple de mon premier Golf, Mon premier Golf Sniperland, j'ai dit si je veux faire un résultat, je viens avec le T96. Si je veux m'amuser, je viens avec le SRS. Je suis venu avec le SRS, j'ai fini 3e ex-aequo. Il faut évoluer, tout simplement. Exactement. Puis c'est bien d'acheter des trucs. Oui, c'est bien aussi, ça fait marcher le commerce. Ok, maintenant on va passer au tour des chroniqueurs. Et Alexis, est-ce que tu as envie de nous partager ta dernière bêtise? Je sais que t'en meurs d'envie. Alors j'en ai 3, mais je vais en partager une qui sera en rapport avec l'épisode. C'est un sac pour pouvoir faire le prochain Crossroad, qui est le Kifaru Striker XL, que j'ai trouvé d'occasion sur eBay, qui doit arriver début décembre. Très important, ça. Ok, sympa. Alors c'est pas ce que j'avais en tête, donc je t'autorise de parler d'une autre bêtise que t'as fait dernièrement, que t'avais teasé dans un dernier épisode. Exceptionnellement, ce soir tu as le droit à 2 trucs. J'utilise le Joker pour parler de ma deuxième bêtise, qui est d'avoir enfin, après plus de 9 mois, acheté le TAC 41 à Panchoa. Mais putain, tu casses les couilles Parle de ta clouteuse de mort. Hier est arrivé la clouteuse numéro 6, le Naigun, produit par Alumix. Là maintenant, pour pouvoir le faire fonctionner, il faut que je m'achète une ligne HPA. Le dernier épisode, c'était avec Alumix, je me suis dit, il va nous parler de sa clouteuse, et t'as tourné autour du pot, comme pas permis, c'est quoi ça? Ça fait 5 ou 6 épisodes que j'ai rien acheté, donc en fait j'achète tout, mais en novembre quand j'ai la prime de la part de mon travail. C'est vrai. Après la saga du MDR, qui à chaque épisode on était en mode oui, le MDR, je m'en rapproche. Le dernier, t'étais en mode ça y est, j'ai acheté le MDR. Ça a été une année plutôt calme, pour plein de raisons. Et là, ça y est, là il y a plein de choses à dire. On va parler à quelqu'un qui n'a pas de gosse et qui n'en veut pas, notre blaireau préféré qui bricole par terre. Ouais. Qu'est-ce que t'as acheté? Un truc pour te faire retirer les couilles ou une nouvelle réplique? Alors,
J'ai pas acheté une nouvelle réplique en entier. Disons que ça peut paraître bizarre, je vais quand même acheter beaucoup moins de trucs parce que j'ai un projet. J'en parlerai pas cette fois-ci, mais ça viendra plus tard. J'avais souvent pour habitude d'acheter une réplique, de claquer 900 balles dedans, de l'upgrade, machin, de faire une partie avec et puis de l'oublier dans mon étagère parce que j'en fais une nouvelle. Cette époque-là est révolue. La dernière partie que j'ai faite à la LSPA n'a fait qu'enfoncer le clou, serrer la vis. Je vais arrêter d'acheter 10 000 trucs. Mon dernier build pour un petit moment, je pense, ça va être de me faire un outil de travail. En fait. Ça va être la réplique qui va me servir à jouer partout sans souci. Souci que ce soit en termes de puissance, en termes de règles, mais aussi en termes de transport, de performance. Voilà, je pris un truc ultra banal. Je me suis fait un HK416. Je sais, le HK416. J'avais le choix entre un Mark 18 ou un HK416 en me disant je vais prendre vraiment le truc le plus simple et le plus banal possible. Finalement, je suis quand même parti sur le 416. Étant donné que j'ai plein de pièces chez moi, j'ai commandé qu'un externe. Donc théoriquement, il devrait arriver bientôt. Il est déjà en France dans les mains du PS, donc on va voir ce qui va arriver. Le but, c'est me faire un AEG qui est pas nécessairement fancy, mais qui va marcher dans toutes les conditions, que j'aurai pas trop de remords à violenter, entre guillemets, avec un changement rapide pour pouvoir jouer partout. C'est pas un build plaisir, c'est pas un truc que je vais chouchouter avec un pen job et que s'il y a une goutte de pluie, je cache dans la voiture pour pas qu'il s'abîme. Si j'en fais des OP style chant de pauvre ou tout ça, c'est exactement le genre de truc que je vais prendre pour me le trimballer pendant 3 jours, quoi. En temps normal, j'aurais troll sur cette réponse, mais je sais que tous les mots qui ont été dits sont vrais parce qu'il y a des trucs pour les baquer, donc bravo. Eh merci, merci. Il aura fallu du temps, mais bravo. On en reparle au début de saison 3. Pour le moment, on y croit. C'est un peu comme si je devenais adulte, en fait. En parlant de devenir adulte, hein, Il est adulte, lui? Contrairement à Kurma, je ne ralentis absolument pas l'achat de répliques toutes plus merguez les unes que les autres. Après la saga du Fall, la saga du Galil se termine enfin. Il y a une saga. ça a duré 2 semaines. Hein. Ouais, sinon, le Fall, ça fait un moment quand même qu'on en parle, qu'il faut que je m'achète un Fall. Le Galil, c'est plus récent vu que... Ça fait un moment qu'on parle du fait que tu dois acheter un FAL VFC GBBR. Oui, mais non. Donc, tu as acheté une Gazmer. Un Galil King Arms que j'ai acheté d'occasion sur Airsoft Occasion Airsoft, un des deux, qui n'a pas de semi. En semi, ça tire en full, donc la semi, c'est le doigt. C'est sympathique. Il est très sympa, bien lourd, donc absolument injouable. C'est une catastrophe. Et là, tout ce qu'il faut, c'est juste plus de merdier de guerre sud-africain. Donc, je passe un appel à témoins. Si jamais quelqu'un dans la région toulousaine a du merdier sud-africain et qu'il n'en veut plus, contactez-moi, j'en ai besoin. C'est une catastrophe. Et quant à toi, Red, Je suis dans le pays des envies. C'est vraiment un défi de ne pas claquer des sommes déraisonnables dans à peu près tous les magasins qui existent. C'est une torture permanente. Le problème, c'est que déjà, il y a un problème d'argent et il y a un problème de bagages, parce que ça prend la place. Cependant, il y a peut-être un projet en train de se mettre en place. Déjà, j'ai commandé auprès d'un artisan tokyoïte une sorte de reproduction de LBT 2199, plus une battle jacket qu'un porte-carte, mais donc un vieux gilet que je lui ai demandé en mode converti en gaucher avec un schéma de couleur qui s'inspire des P83, donc de la battle jacket ou du chest rig P83. On verra bien ce que ça donne, j'ai pas eu de nouvelles, on en parlait dans les artisans. C'est un artisan, j'ai envoyé un message le 2, il a fait pas mal d'events et tout, donc je le relancerai au début du mois prochain en lui disant « Au fait, tu m'as pas oublié ?» Et il me dira « Oui, non, mais ça prend du temps. » Il y a plein d'autres trucs qui font envie, mais bon, si je peux dire un truc, c'est que en termes d'airsoft, on n'est pas dans le bon pays. Hein. Bon, ensuite, jouer à 0,98 joules, il y a des gens que ça énerverait ici. Oh oui, je pense. C'est quand même assez rigolo et les gens sont passionnés et ça fait plaisir. Mais on en reparlera. Sur ce, c'était Red Hot pour cette saison 2 du podcast Airsoft Fashion. À toi, Alexis, pour le retour de l'invitaire. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait! Everybody calm down! ACP, ACP, 3 lettres qui font peur. Même très peur à certains joueurs qui se revendiquent Milsilmer. Je vois déjà des fourches se lever. Et avant de rentrer dans les détails de l'ACP, Mino, est-ce que tu pourrais nous décrire les grandes lignes de ce qu'est aujourd'hui l'ACP? Imaginons, dans ta réponse, que tu t'adresses à des personnes qui ne connaissent pas et qui débutent dans le loisir. Le pire, c'est que, en écoutant tes paroles et puis le fait de m'inviter aujourd'hui, je suis en train de regarder un peu derrière moi tout ce qui a été fait. Et quand je dis derrière moi, c'est pas forcément moi en tête. Et tout ce qui a été fait sur la CP, c'est plus de 15 ans de travail, l'ampleur que ça a pris. Ce règlement, qu'est-ce que c'est ce règlement? Donc, si tu le permets, je vais vous faire un rapide historique de la création parce que je vais pas rentrer dans les détails, ça serait beaucoup trop long. La CP démarre d'une équipe du 06 qui s'appelait les AWACS à l'époque, qui était une équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, d'anciens militaires qui ont voulu se mettre à l'airsoft, mais pour jouer comme quand ils étaient actifs. C'est-à-dire qu'ils sont nés milsim, eux. Ils sont vraiment rentrés dans le milsim.
Donc c'est une équipe qui se crée en 2008 et qui derrière, parce que leur leader est un ancien TP de l'armée, par un peu une revanche contre les airsofters qui se prétendaient snipers, a voulu créer ce fameux challenge de la plume blanche. Donc le règlement ACP n'a pas vraiment la forme règlement ACP. Il a une forme plus de consigne pour la création de leur équipe et pour la création de ce challenge. D'ailleurs, ACP à l'époque voulait dire AWACS Concept Partner. ACP a changé de nom puisque par la suite, quand les consignes qu'ils avaient créées, un des leurs les a mis sur papier, en Jérôme ou en prochaine plume. Je ne vais pas associer la CP à la plume parce qu'en fait, la CP, c'était plus derrière un règlement qui a été créé pour les OP qui vont découler derrière la plume. C'est-à-dire qu'à partir de 2010, il va y avoir un grand nombre d'OP où les AWACS vont jouer les méchants, où on va inviter des équipes qui veulent venir jouer dans un contexte plus immersif, plus réaliste, avec ce fameux règlement qui est couché sur papier maintenant, qui est écrit. Il se crée une cellule pour pouvoir faire ce genre d'OP. Donc il y a beaucoup d'OP qui vont se créer sur un terrain, le terrain de la plume. Donc on a un énorme terrain sur 3 communes avec des centaines d'hectares de montagnes avec des dénivelés partant de 1000 mètres minimum et montant à plus de 2000. Donc un terrain de jeu énorme. Et c'est là que le contact a été déjà pris avec Strike de BSO, qui à l'époque c'était pas encore BSO. Moi, je rentre un peu dans le jeu parce que depuis 2010, j'avais rencontré toutes ces personnes-là. Donc je me retrouve avec mon équipe à l'époque des contracteurs dans ce jeu-là. Les contracteurs qui sont vite devenus pommes par la suite, je rentre pas dans le détail. Et on se retrouve donc à créer ces OP sous ce règlement-là. Quand les AWACS s'arrêtent, que la plume de 2012 s'arrête un peu entachée par la triche d'un binôme, donc ça je mets une petite pique, mais c'est un peu ce qui est arrivé, il n'y a pas eu de gagnant. Beaucoup d'équipes qui adhéraient, parce qu'il y avait l'envie, donc à cette cellule par rapport à ce règlement, mais ça faisait peur parce que un des AWACS était plus que poussé là-dedans, mais à un moment donné tout s'arrête. 2013, tout s'arrête et on nous demande à Strike, Belette, qui fait un grand joueur de la plume blanche de l'époque aussi, de l'équipe TAM près de chez vous, près de Toulouse, et moi-même, on se retrouve, on nous demande si on a envie de continuer. Donc nous, on était vraiment dans la lancée. Bien sûr, on accepte et c'est là qu'on crée le règlement ACP sous le nom de Advanced Concept Partner. Donc le vrai règlement ACP qui va prendre et qui va évoluer complètement va se retrouver à partir de là, tout simplement. Et l'Arsène des ASP nous rejoindra. Donc en fait, on se retrouve vraiment à 4, mais à 3 gros actifs, c'est-à-dire Strike, Larsen et moi, puisque Belette étant un peu loin au niveau géographique, va au fur et à mesure se détacher, mais il faisait quand même partie des 3 de départ. Et donc c'est Larsen qui revient. Donc l'ACP se crée entre BSO Games sur Nice et les ASP sur la Verdière, c'est-à-dire dans le Haut-Var, où là, elle va connaître son apogée, c'est-à-dire qu'on part sur un règlement qui est amené à évoluer. Et c'est un règlement qui est voué à amener le joueur d'airsoft sur des OP plus immersives, plus proches du réaliste, mais tout en restant un jeu. Je mets un point d'honneur et surligné en gras là-dessus, ça reste un jeu. Donc même si le règlement a des petits détails où on dit mais ça c'est un peu moins réel, RS comme beaucoup veulent l'appeler, oui parce que l'airsoft reste un jeu. On joue, très scénarisé, très poussé, très immersif, mais on joue. On n'est pas là pour s'entraîner, faire une équipe qui va partir maintenant, je ne vais pas dire en Afghanistan, mais à Gaza quoi. Donc le règlement ACP, son origine part d'une équipe et au fur et à mesure est transmise à 3 joueurs qui adhéraient déjà à ce règlement avant et qui va le faire évoluer. Et puis après, ça va prendre une ampleur en 15 ans, je veux dire, énorme, qu'on parlera par la suite, j'imagine. Tu nous as parlé de qu'est-ce qui avait amené à la création de ce règlement, mais le bassin de l'ACP a toujours été la région sud-est. Du coup, ça s'est lié qu'à la structure BSO-ASP, ou est-ce que ça a pu s'étendre à d'autres coins de la France? C'est bien qu'on en parle parce que c'est justement là que ça a pris son ampleur il y a quelques années. Pendant quelques années, peut-être de 2013, 2014 jusqu'à assez récemment, beaucoup de joueurs disaient l'ACP c'est bien mais c'est que dans le sud. Alors oui, c'était que dans le sud parce que l'avantage du Var, qui est un des départements les plus boisés de France, donc moins de structures bétonnées, on se retrouve avec des centaines d'hectares. L'avantage d'avoir pu présenter et d'avoir des connaissances auprès des communes et des mairies, on a pu avoir des autorisations pour jouer sur des centaines d'hectares. Le premier Search and Destroy, tout le monde était à pied et a marché pendant très longtemps. Au fur et à mesure, tout le monde a été véhiculé. Mais effectivement, ça tournait beaucoup plus sur le fameux Search and Destroy des ASP et les parties organisées par BSO. Tout ça a été lié, attention, les ASP et nous, on aidait BSO nous aidait dans l'orga. Et on a beaucoup d'équipes du bassin lyonnais
plus du 42 que du 69. Je peux les citer parce que ce sont les pionniers aussi qui ont fait évoluer plein de choses au niveau de l'ACP, la Joker, les Commandos Phoenix, les Wolf Protect, les Red Thor, Héraclès et compagnie. J'en oublie, je m'en excuse. Ce sont des joueurs qui étaient dans le même moule et dans la même envie, dans la même philosophie, la même attitude de jeu que nous. Donc ils sont descendus dans le sud pour jouer, ça leur posait aucun problème de se taper entre 2 et 4 heures de route pour faire ces OP-là. Beaucoup d'équipes ont commencé à adhérer au règlement ACP, alors des équipes de Perpignan jusqu'à Nice, ce fameux triangle dont je parlais tout à l'heure, mais adhérer pour venir jouer, pas pour organiser. C'est ça le gros problème au niveau de l'ACP, c'est qu'il n'y avait pratiquement que le bassin sud, sud-sud-est qui organisait des grosses OP ACP. Il y a eu un premier événement important au niveau de l'ACP, c'est qu'en 2019, on s'est réunis avec tous les team leaders, entre guillemets, des équipes ACP pour créer éventuellement une fédération. Milsim, parce qu'en Milsim, on entendait tout et n'importe quoi. Donc, on a commencé à essayer de décrire ça parce que on associait l'ACP et le Milsim. Parce qu'au départ, avant que l'ACP existe, Milsim, et ça veut toujours dire tout et n'importe quoi. Un organisateur qui se dit qu'on va faire 30 km aujourd'hui, forcément Milsim mon OP parce qu'ils vont marcher 30 km. L'autre, il dit, moi, je ne demande que des Real Cap, donc forcément, c'est Milsim. Donc, on s'est dit, on va fédérer un petit peu tout ça, des équipes. La création de la fédération, dans la discussion, est vite tombée à l'eau. On s'est dit, non, c'est pas possible, on peut pas à partir de là. La première chose qu'on va faire, c'est surtout de définir un peu ce que c'est que le Milsim ACP. Et on a même par la suite détaché le mot Milsim de l'ACP, puisque l'ACP était vraiment un règlement qui est devenu une charte, qui a été un peu détaché du mot Milsim. Même si ça peut être lié pour certaines choses, on l'a complètement détaché. Donc, en 2019, on essaye de fédérer un petit peu les teams pour faciliter les démarches pour les orgas. On détache deux choses, le côté orga, le côté joueur. Le côté orga qui puisse, lui, faciliter ses démarches auprès des mairies pour avoir des terrains, que les joueurs, par exemple, quand ils viennent sur un événement ACP, sachent où ils vont, c'est-à-dire qu'on a créé deux tags, entre guillemets, soit l'organisation d'une OP est full règle, il aborde complètement le règlement ACP, soit il change à peu près 20% du règlement, ce qui permettait, si un truc qui convenait pas au niveau des règles de touche ou ainsi de suite, il pouvait changer, donc on faisait un light règle. Ça permettait au joueur de savoir où il mettait les pieds et surtout à l'organisation d'être transparent dans son organisation d'événements. Et du coup, en région Rhône-Alpes, c'est les équipes que j'ai citées plus haut, eux ont créé l'AORA, qui est une fédération de toutes ces équipes, parce que effectivement, pour pas que ça reste que dans le sud-est, ils ont continué, puisqu'à l'heure actuelle, ça existe toujours. C'est un peu dérivé, c'est pas forcément KCP, mais il y a ce regroupement qui a fait évoluer. C'est pour ça que je dis, je suis un peu seul à parler de tout ça. Mais il y a vraiment tous ces team leaders, Benoun des Commandos Phoenix, Arthur de la Joker, Sven des Wolf Protect, et comme je dis, j'en oublie encore beaucoup, mais qui ont participé à faire évoluer. Le règlement n'était pas figé. Chaque rétexte d'OP, on faisait évoluer. J'ai plein d'exemples à vous donner par la suite, si vous voulez les entendre, mais faisait évoluer le règlement. Donc là, à l'heure actuelle, le règlement a forcément évolué en grand, sortir de ce bassin du sud-est et monter, comme je parlais tout à l'heure, de ce fameux triangle, sachant que les autres équipes, parce qu'on est monté jusqu'à une quarantaine d'équipes qui arboraient le règlement ACP, mais pas forcément 40 équipes qui organisaient des événements ACP. Maintenant, on peut dire que ça reste sur un axe sud et qui monte jusqu'à Lyon, mais c'est pas partout en France. Nous, ça a du mal à venir en région toulousaine, notamment par l'équipement déjà de base de terrain. J'imagine. Comme il faut un terrain qui soit assez grand pour l'avoir, on a déjà du mal à avoir au-delà de 20 hectares sur des domaines de chasse qui font des privatisations. Par chez moi, il y aurait des endroits où on pourrait faire une belle OPACP ou un beau challenge de type crossroad. Mais pour tout ce qui est mairie, ne sont pas forcément d'accord pour mettre à disposition des terrains communaux. Alors nous, on avait sorti cette charte qui permettait de présenter un projet aux mairies, c'est-à-dire qu'on peut pas arriver en tenue avec le pantalon de chasse face à un maire et lui dire voilà, non, vous se tirez dessus dans vos bois, quoi. Vous dites oui ou non. Non, il faut vraiment arriver, Camille l'a fait dernièrement avec la mairie de son village, il faut arriver, je dis pas un agent commercial, avec une connaissance de son dossier et forcément un dossier assez épais pour pouvoir présenter au maire. Parce que si je prends, par exemple, le changement de mairie au niveau de la commune où se situe la Plume Blanche, on n'a plus d'accès parce que on voit de mauvais œil, compte tenu de la guerre en Ukraine et ce qui se passe aussi entre Israël et le Hamas, que des gens puissent jouer à la guerre. Ça, on a perdu cet immense terrain là-bas, malheureusement. Donc il faut arriver à pouvoir dire que c'est un jeu, il faut avoir des talents de commercial, avoir les arguments qui suivent. On a beaucoup d'idées reçues
Par exemple, j'entends souvent dire: «Ouais, l'ACP, c'est exigeant, ça demande de faire moins de 30 kilomètres de randonnée avant de pouvoir allumer et caler un tir». Pour moi, l'ACP, c'est énormément d'idées reçues qu'on peut avoir, hein. Et je comprends et je vais être à la fois d'accord et pas d'accord. Pourquoi? Premièrement, l'ACP, j'ai dit que c'était quoi? C'était un règlement, une charte qui essayait de donner à des joueurs une immersion au plus proche du réel. Ce qui veut dire que déjà, si on parle du plus proche du réel, une insertion d'un groupe commando ne se fait pas à 200 mètres de l'objectif. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est obligé de faire crapahuter 30 kilomètres à une équipe pour pouvoir aller sur un objectif. Tu comprends la nuance? Ah bah, absolument, oui. Donc il faut une condition physique, on est d'accord. Mais une condition physique de randonneur, quelque part, on ne demande pas à avoir quelqu'un qui soit un Rambo. Donc il faut une petite condition physique, des connaissances en topographie, effectivement. Mais pour rendre le jeu immersif comme on le veut, maintenant on laisse beaucoup plus de liberté, hein, mais on va demander à une équipe de s'insérer pour rendre l'immersion du jeu au plus proche du réel. Mais pas forcément leur demander un réel effort physique. À l'époque des premières plumes blanches, oui, par contre, là, attention, on faisait, j'ai encore des statistiques. Ah, c'était ce qui est demandé par la vision de l'organisateur de cette OP-là. Voilà, il fallait cracher un peu physiquement. Il suffit de lire mes premiers réflexes sur Sniperland de la plume blanche, surtout celle de 2011. J'ai encore les stats, enfin, je les ai pas en tête, mais il suffit d'aller lire les stats. Je crois que c'était 25 bornes sur un D+, et des moins de folie, hein, parce que c'était la montagne. L'avantage, par exemple, des ASP et de leur terrain sur la Verdière, c'est que c'est très plat. Là où se déroule Crossroad, c'est très plat. Par contre, ça marche. Quand là, sur le dernier Crossroad, moi, j'ai fait des azimuts brutaux qui n'excédaient pas 2-3 kilomètres. Les équipes ont fait 44 bornes pour contourner. Ah, c'était pas volontaire. C'est eux qui ont voulu faire 44 bornes pour pas se faire attraper par les patrouilleurs. Donc, partant de là, on attribue la CP à un gros effort physique et à faire 30 bornes dans le week-end. Non, pas forcément. Le jeu le rend immersif où il faut pas être largué à 200 mètres de l'objectif, mais on n'impose pas forcément cette notion de distance. Malheureusement, je pense que c'est une idée reçue. Moi, j'ai l'idée reçue, il faut driller toutes les semaines et pouvoir, réagir au quart de tour, si on voit une menace, pour pouvoir, pratiquer l'ACP. Alors, le règlement, il est quand même long. Si on se dit, il faut apprendre tout ça, waouh, la vache, quoi. Mais le règlement, en fait, il se drille. Donc, certaines équipes qui veulent faire l'ACP, s'ils drillent le règlement, et quand je dis driller, c'est pas forcément tous les week-ends se mettre à driller. Il suffit de driller de temps en temps les modules du règlement. Je parle bien des modules, par exemple le module de règles de touche, le module d'interception et de destruction de véhicules, les modules sur l'emport de billes, ainsi de suite, il n'y a pas besoin de le répéter. Mais il suffit de driller ça, et en fait, le jour où vous vous retrouvez sur une OPACP, vous allez vous retrouver face à ces modules et vous allez les appliquer. Donc il n'y a pas besoin forcément de faire des gros drills et des entraînements quasi militaires pour ça. Ça aussi, c'est vraiment une idée reçue. Pas besoin d'apprendre le règlement, je le répète, hein, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur le règlement, il suffit de le driller un petit peu. Et c'est surtout après, dans l'action de jeu, que vous allez vite vous apercevoir si vous avez besoin de driller, d'entraînement ou pas. Mais la totale contradiction, elle vient un peu de moi, hein. J'ai commencé l'airsoft dans une équipe de personnes qui n'étaient pas du tout militaires, donc qui faisaient plus de la guérilla qu'autre chose. C'était plus basé sur les talents personnels de chaque personne. Si je peux dire, et au fur et à mesure, même si on s'est retrouvé donc avec des gens des forces de l'ordre, ainsi de suite, où on s'est un peu plus structuré, on est à 2000 de grosses équipes MILSIM et ACP qui, eux, drillent tous les week-ends, en groupe, en colonne d'assaut, et qui sont très efficaces et très forts, mais pas pour autant avec un taux de réussite pas forcément exceptionnel ou à 100% face à des gens un peu comme moi qui agissent un peu à l'instinct, je dirais, avec des bases militaires, un minimum. T'en as d'autres en tête, des idées reçues? Il faut du réel cap, il faut des véhicules, il faut marcher, il faut que les répliques ressemblent aux armes des vrais, ainsi de suite. Oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça reste aussi un jeu. Si on prend le TAC 41, le mec il me dit je ne peux pas faire du MILSIM ACP parce que j'ai un TAC 41 et que ça n'existe pas en vrai fusil réel, mais je peux pas. Non, on peut pas fermer la porte à quelqu'un comme ça. Ça, c'est une idée reçue. Bon, vous parlez tout à l'heure du MK23. Si vous prenez sur 30 snipers du dimanche, alors que j'appelle sniper du dimanche, les Dominico, excusez-moi si je rigole un petit peu, c'est pas mon activité, sans forcément minimiser, me moquer de. Le MK23, c'est le backup ultime du sniper. Pas du tout. Pas forcément en ACP, mais dans le réel, c'est pas réel parce que le MK23 fait pas de bruit. Pour ceux qui ont déjà tiré avec une vraie arme, avec un silencieux, vous verrez que ça fait pas comme dans les tontons flingueurs et pas comme le MK23. Donc ça fait pas des espèces de bruits gotelés, quoi. Ça, on en avait discuté lors d'un dernier épisode. Avec Alumix, ouais. Oui, c'était avec Alumix, c'était sur le débat ou c'était le sujet de Kurma qui parlait des... C'était sur les backups de Kurma, ouais. C'était mon sujet, ouais. Ouais, je crois, ouais. On disait que le MK23, c'était
adulé et idolâtré. De toute façon, c'est ce qui est dit sur les réseaux sociaux, je vois sur Discord et tout. C'est idolâtré de ouf parce que c'est silencieux, parce que le sniper airsoft doit être silencieux. C'est juste des bandeurs qui veulent se la jouer Metal Gear Solid et c'est tout à leur honneur sur une dominicale. Mais c'est pas réaliste et si tu te retrouves en 1v1, le Mark 23 c'est bien du moment où t'es pas découvert, mais dès que t'es overt, c'est terminé, il faut un truc avec du répondant et là-dessus le point de Kurma était spot on, c'est qu'il faut un truc avec du répondant et c'est C'est pas un MK23 qui a du répondant. Mais par contre, je vais te prendre le même exemple qui est dit, c'est par rapport à mon SRS. J'ai un SRS qui est extrêmement silencieux. Son créateur même est bluffé par ce que je suis arrivé à en faire. J'ai posé la question sur le règlement ACP, savoir si on pouvait faire de l'assassinat en silence, parce que moi, le SRS de 20 mètres, on n'entend plus. Et on s'est aperçu que si on voulait rester fidèle à nos convictions, c'est pas possible. Parce que tant mieux pour moi s'il fait pas de bruit dans le jeu, dans l'action, mais on sait très bien qu'un pareil, encore une fois, un vrai fusil, quel que soit son calibre, avec un silencieux, s'entend peut-être pas à 800 mètres, et sur les 100 premiers mètres, il s'entend, sans problème. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de rester proche du réalisme, sans pour autant basculer dans le fantasme qu'on aimerait du silence fait par le silencieux, tout simplement. Et si je parle par exemple des chargeurs iCap et RealCap, vous partez sur une OP avec 10 chargeurs sur vous de 30 billes, vous jouez pas de la même façon que si vous avez 10 chargeurs de 300 billes. C'est pas possible. C'est pareil quand vous tirez dans un buisson, vous tirez 100 billes en vous disant il y en a bien 2 ou 3 qui vont passer, qui vont toucher le gars. Ça joue pas. Alors c'est pas une question de qualité de jeu, hein, c'est une question de façon de jouer. C'est vraiment la façon de jouer, tout simplement, qui joue. C'est la façon où les mecs qui jouent GVR sur des demi-cales le savent, c'est que chaque bille compte. C'est ça. Et c'est de la même manière, c'est que t'auras beau avoir 10 chargeurs, t'as 30 billes dans chaque chargeur. En face, le mec, il aura 4 chargeurs. Enfin, même si tu prends des mid-cap à 110 billes, t'as 4 chargeurs de 110 billes. Déjà, lui, il a pas rechargé autant que toi. En plus, si on parle de GBR, t'as du cooldown, t'as plein de trucs, mais... Ah ben il y a beaucoup de GBBR dans le Milsim ACP, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. J'en parlerai dans le futur, mais j'ai découvert le Milsim à la japonaise et genre, je suis fasciné. Ah, ben je veux bien croire. Hein. Le mot Milsim, voilà, ça veut tout et rien dire, et chacun en fait dire ce qu'il a envie. Je me permets un petit aparté très rapide là-dessus, mais c'est vrai que Milsim, donc, et toutes ses dérives en France, c'est Airsoft pur et dur. Oui. Au Japon, j'expliquerai pourquoi dans le futur, c'est plus un laser tag. D'accord. Avec des répliques d'Airsoft, mais vous aurez la réponse dans mon futur article et dans le premier épisode de la saison 3 du podcast. À suivre. Désolé pour cet aparté très putassier, je vous en prie. Le Milsim, de toute façon, et peu importe le Milsim ou même dominical, selon la limite d'emport que t'as, tu joues pas de la même façon, ça c'est un fait, quoi. C'est clair. Effectivement, sur le Milsim, t'as que 10 chargeurs. Là, t'es en train de dire, t'as 10 chargeurs de 30 billes. Potentiellement, t'as des parties Milsim où tu peux avoir de quoi les reload un peu partout. T'as ton pote soutien à côté qui te permet de la recharger là. Tout à fait. Ah, et là, ça dépend des règles et tout. Et j'imagine qu'en ACP, il y a des règles très particulières au niveau de recharger, parce qu'il y a l'emport et il y a le rechargement. Tout à fait. Ben dans le règlement, je l'ai pas en tête, je ne vais pas vous le sortir en tête, mais on a tout l'emport de billes en à côté dans le sac, comme dans le réel. Il n'y a que le sniper qui ne prend pas. Moi, je pars avec 5 chargeurs de 5 billes, puisque je cible du 338 dans le SRS, donc je suis sur 5 billes et j'ai que 25 billes sur moi. Mais si je dois balancer mes 25 billes sur une 48 heures d'OP d'ACP, c'est qu'il y a eu un truc qui va pas là. Parce que un sniper, c'est pas quelqu'un qui fait de l'assaut. Donc, partant de là, 25 billes, c'est plus que suffisant pour moi et c'est hyper large. Alors que les assauts ou le soutien et ainsi de suite, eux ont droit à un emport dans le sac, une certaine quantité de billes qui leur permet, une fois les actions terminées, de recharger. Et suivant le scénario, bien sûr, s'il y a une FOB et ainsi de suite, là on parle de réapprovisionnement, c'est plus pareil. Là on part sur autre chose. Tout dépend encore du contexte de l'OP, du scénario, du roleplay et ainsi de suite. Mais c'est pas parce que dès demain une dominicale dit vous êtes tous en réel cap que c'est forcément du Milsim et ainsi de suite. Tout ça, ce sont un peu des idées reçues, malheureusement. C'est des idées reçues, mais ça dépend des règles d'emport et tout. Je sais que typiquement, sur les idées d'OP cartes qu'il y avait des idées de limiter les règles d'emport. Ça ne vient pas pour autant du Milsim. Typiquement, la partie Yakuza War, ça jouait PA et pompe avec des limites d'emport. Parce que ça amenait une façon de faire. Pour autant, Yakuza War, ça devenait pas une OP Milsim. Loin de là, quand t'as des débiles déguisés en chef cuistot et d'autres déguisés en Turbo Weave ou en maid de Akihabara, ça c'est pas Milsim. Mais c'est rigolo. Ouais, mais c'était de démontrer, quand on a fait cette interassociation-là, qu'on pouvait jouer différemment avec des Oui. emports limités et qu'on n'était pas obligé de défoncer des buissons pour toucher une personne. Je suis complètement d'accord avec ça et c'était mon point justement. C'est pour souligner ce que disait Mino sur le fait que c'est pas parce que tu mets des règles d'emport que ça devient Milsim pour autant. Exactement. Des règles d'emport, c'est des règles qui vont orienter ton gameplay.
et qui vont changer la façon dont les gens vont aborder le truc. Et donc, les règles d'emport, c'est un moyen simple d'éviter que les gens tirent comme des débiles et que ta partie devienne une partie de speedsoft avec des mecs en fluo sous kétamine. Non, mais c'est ça. Le milsim, c'est pas forcément une OP de 48 heures. Exactement. D'ailleurs, ça peut être juste une journée. Une nuit, dans la dernière OP que j'ai fait, elle a démarré samedi à 14 heures en ville et elle a fini dimanche matin dans la verte à même pas midi. Et là, la prochaine OP que les ASP vont organiser sous ACP, c'est une OP qui va durer 12 heures. En soi, ça pourrait même en durer 4 en mode opération éclair, genre intervention éclair Exactement. pour des gens qui font du polsim, mais pourrait y avoir du polsim ACP où les mecs font une opération éclair. Ça se fait, ça suffit et ça continuera à se faire. Ça permet de rendre la chose accessible sans pour autant faire des trucs où t'es obligé de prendre ton couchage, de prendre des trucs. Bien sûr. Pour plein d'airsofters qui vieillissent, qui ont des familles ou qui ont des trucs, ça leur permet quand même de pratiquer avec des règles et des modes de jeu qui leur plaisent. Bien sûr, parce que là, si on parle du matériel en milsim ou en ACP, hormis le matériel du combattant, entre guillemets, le gir et la réplique, quand on va commencer à dormir dehors et qu'on fait des OP de janvier à décembre, il va falloir un matériel un petit peu plus adapté. Même si on reste en France, La nuit, il caille. Hein. oui, il peut faire très froid. Si t'as pas ton DV0 voire -10, c'est compliqué. Peu importe l'endroit, hein, la nuit il fait froid, l'humidité, tout ça, même dans le sud. Hein. Je pense que la seule idée qui n'est pas reçue, c'est l'investissement. L'investissement au niveau du matériel, il est réel. Je pense que tout milsimer a beaucoup plus du matériel RS, comme on entend parler, que du matériel d'airsoft. Peut-être pas les plaques, hein. Forcément, si le mec commence à se mettre des plaques de 2,5 kg devant et derrière dans son porte-plaque, c'est peut-être une grosse bêtise parce que les premières plumes blanches où les gars partaient avec de la jute cousue sur leur treillis, comme c'était en plein été en montagne, vous imaginez la déshydratation dans laquelle ils se portaient. Ma première plume blanche, je l'ai faite avec un sac sniper acheté, pas sur AliExpress, mais presque. Il a craqué. Tout mon équipement a évolué depuis 15 ans, mais il a évolué au départ sur des choses d'airsoft. Après, le monde de l'airsoft et le monde du réel, il n'y a qu'un pas, hein, voire même sur le fil du rasoir, hein, parce que même au niveau des répliques, on s'aperçoit que les deux sont vraiment collés. L'airsoft a fait évoluer certaines choses au niveau du réel, et à la base, le réel a fait évoluer l'airsoft. Donc, partant de là, le matériel est super important. Et il est vrai que en ACP, si vous devez faire une OP de 48 heures en plein mois de janvier à 1000 mètres d'altitude, comme c'est déjà arrivé pour les écussons chez les Raptors, il y a de la neige. Et là, entre vos connaissances un petit peu de bons randonneurs, je dis pas de survie parce qu'on n'est pas non plus en survie dans les montagnes afghanes, hein, mais en tant que randonneur, il faut un minimum de matos pour pouvoir passer une bonne nuit. Ça reste un jeu, vous pouvez arrêter à n'importe quelle minute ou heure de l'OP, hein, si ça va pas, bien sûr. Hein. Comme je le dis, ça reste un jeu. C'est intéressant le point que tu fais sur l'équipement. Si tu vas aller faire du milsim, c'est bien d'avoir du matériel, ce qu'on appelle Red Deal, donc avec des trucs issus du monde pro. Le truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est que le matos du monde pro, il coûte cher et Oui. et c'est pas les soldats qui l'achètent, c'est souvent les institutions qui l'achètent à la place du soldat, donc Exactement. il y a pas ce souci là. Donc nous en airsoft, si ton craie il se déchire, c'est normal. Le truc c'est que toi, faut que tu le rachètes. C'est le gros problème. Dans tous les cas, tu peux le recoudre. Les soldats, ils sont censés le recoudre sur le moment et de toute façon, ils le changeront. On en avait parlé dans des hors-séries précédentes, les hors-séries du rat, qui étaient présentés par Raven, ou pour l'airsoft, tu peux prendre du Emerson qui a des standards et qui d'ailleurs est utilisé à certains endroits par l'armée. Typiquement, cette année, Emerson était présent à Millipol, c'est pour dire l'importance qu'ils ont pris dans le milieu militaire et forces de l'ordre. Tout à fait. Ça peut être suffisant, on n'est pas obligé d'aller taper directement dans les gros noms, les Cry et compagnie, qui font envie, hein. Il y a pas mal de mecs qui font du milsim dans la globalité, qui sont en mode « J'ai envie d'aller me prendre un ensemble G3 Cry ». Oui, sauf qu'en fait, tu vas mettre une somme pas possible, alors qu'au final, l'ensemble Emerson qui reproduit un G3, il sera tout aussi bien, et ce sera les mêmes critères, et puis si tu le déchires, tu seras moins deg, et tu feras moins ta pleureuse, et puis tu joueras pas de la même façon si t'as un G3 repro, que tu t'en branles le déchirer, et si tu le pètes, bon bah c'est pas grave, t'en rachètes un, que si tu fais ta précieuse avec un G3 Cry qui t'a coûté 600 balles l'ensemble, et t'es en mode « Oh !» Mais sachant aussi que tu parles du monde réel, du soldat, il a l'équipement de base qui lui est fourni par l'institution. Tout à fait. Mais l'équipement un peu plus spécifique ou qui veut en plus, c'est lui qui se le paye. Et ça, c'est très criant de vérité par rapport à ça. Après, effectivement, tu trouves ton pantalon UF Pro, tu l'auras inutilisable, t'es un peu dégoûté vu le prix que tu l'as payé. Là, c'est pas l'institution qui va te le rembourser, on est d'accord, malheureusement. Oui, ensuite, pour l'airsoft, on est rarement en train de grimer des pérons de base des armées, on est souvent en train de se la jouer Spec Ops, Special Force et compagnie, Exactement. où eux, ils ont des budgets plus élevés, et oui, ces mecs-là vont avoir les institutions qui leur payent du UF Pro parce que c'est le haut du panier, et évidemment, nous, on se prend pas pour de la merde, alors qu'en vrai, on est tous des asthmatiques. Le débat sur le matériel est quand même relativement important. Porter un chaussure basique, faire 30 bornes, c'est pas la même que si vous avez des Salomon au pied. Hein. On est d'accord. Hein. On l'a toujours dit, de toute façon, ça, à chaque fois que des gens demandent pour commencer l'airsoft, là-bas, c'est des bonnes chaussures montantes de rando. Même les Quechua, il y a des Quechua qui sont très bien. Alors oui, t'auras pas les couleurs. Ça sera pas Mili.
Ce sera pas real style. Tu t'en fous, tu commences. Et puis, dans tous les cas, à l'époque, tout le monde était en mode les Lowa, les Lowa, les Lowa. Maintenant, tu vois Salomon, tu vois plein de marques qui pop ça et là. Donc, Je peux faire un petit aparté sur les Loa. Tout le monde a fait ce phénomène de mode sur les zéphyrs. Sauf que les zéphyrs, ce sont des Loa qui sont faits pour l'urbain et en aucun cas pour la colline. Je parle des zéphyrs, je parle pas des Z8, des Z6. c'est ça qui est drôle, c'est que si tu demandes aux mecs qui font de l'urbain, ils vont te dire que les zéphyrs, elles sont pas faites pour de l'urbain parce qu'elles ont tendance à glisser sur tout ce qui est surface glissante. J'allais en venir, le problème donc des Loa, c'est leurs semelles qui se bouffent à une vitesse phénoménale et qui sont très glissantes. Mais dès qu'on attaque un peu la colline, il faut de la tige un peu plus raide et les zéphyrs ne l'ont pas. Les Z8 ou les Z6, je sais plus, commencent à avoir un petit peu des tiges plus adaptées et après Salomon a enfin quitté un peu le monde du randonneur et rentré dans le monde militaire et on a des chaussures couleur sable, couleur verte et ainsi de suite. Il avait des tiges raides et il avait des semelles qui font que maintenant je préfère largement mes Salomon à mes Loa pour tout ce qui est airsoft, que ce soit de la simple colline ou de la montagne. Je rebondis sur l'aparté Loa. Arrêtez d'acheter des Zephyr et achetez des Inox. Oui, aussi, ouais. Ils sont vraiment supérieurs. Les Zephyr, c'est un peu saut 2010. Hein. Les Zephyr Mark II ont l'air pas si pire. Hein. Les Zephyr, l'avantage, c'est que c'est des chaussons. Elles sont légères. Les Inox sont encore plus légères que les Zephyr. C'est vraiment les trucs les plus légers. La semelle ne glisse pas. Donc pour tout ce qui est urbain ou airsoft léger, franchement, il n'y a pas mieux. Ah ben, ça, c'est bien. Si on veut aller dans la montagne avec des grosses chaussures, je pense que les X sont supérieurs aux Loa. Puis maintenant, il y a même Merrell qui s'est mis à faire de la chaussure tactique. T'as un feeling du sol comme en escalade, mais comme avec un chausson. Ça tombe bien en plus avec Merrell. Ils ont des paires sympas, j'avoue que ça m'intéresse. C'est assez récent, donc il y a peu de retours. J'avoue que moi, mes Lowa sont en train de finir de mourir. Il va falloir que j'en change. À chaque fois, il y a ces histoires de standards, de trucs qui est la référence. Je me permets un rebond rapide parce que j'adore cette paroisse et je sais qu'il y a des gens qui adorent cracher sur cette paroisse pour des raisons qui leur sont propres et que j'entends. Mais Tokyo Maru, c'était une référence en 2012, que là, on est en 2025, soit 13 ans plus tard, et c'est plus une référence. Le thème, il vise le marché Jap, et les fanboys peuvent s'enlever les œillères et pour accepter le fait que t'auras mieux en 2025. Sauf que il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans l'airsoft de 2010 à se dire c'est compliqué de contredire parce que t'as les vidéos de Ken Seb, qui a été le premier pape pour représenter Tokyo Marui et qui a très très longtemps dit que c'était bien. Marui, je les adore. C'est vrai que par le passé, notamment sur ce podcast, on a dit c'est les seuls qui innovent pas. Alors, c'est pas les mecs qui mettent le plus d'innovation dans leur époque actuelle, mais en attendant, c'est les rares à avoir tenté des trucs, pendant que les autres, ils se contentent de faire des trucs très simples. C'est pas non plus les meilleures innovations ou ils utilisent pas des innovations de notre groupe. Ça coûte rien de mettre un brushless dans votre putain de Evolt, mais bon, apparemment, c'est trop cher. Bref, toujours est-il que la Zephyr, au final, c'est un peu la Tokyo Maru de la chaussure. Ouais. Je suis parti loin avec ça, désolé. Très très loin. Je te propose, Mino, qu'on revienne sur les 2 dernières questions et puis qu'on laisse enfin la main à Kurma. Les deux dernières questions vont être liées. Hein. On voit souvent des photos, des vidéos d'action, d'OP, d'équipes qui tryhardent. Je me souviens que Camille disait sur Crossroad, si vous avez le temps de prendre des photos, c'est que vous n'êtes pas dans le bon événement. Qu'est-ce que ça retranscrit sur la philosophie ACP que vous avez développée? Tu viens un peu de résumer l'état actuel des choses, qui est lié avec la dernière question, c'est-à-dire que l'ACP, on a l'impression qu'elle est sur une pente descendante. En fait, oui et non. Pourquoi on en est là aujourd'hui à parler de l'ACP? C'est que depuis 2 ans à peu près, les grosses OP, les grosses organisations ACP qui étaient dans le sud-est, sont finis avec l'arrêt déjà du strike de BSO, de l'Arsène, le gros organisateur des ASP. Donc ça s'est un peu tué avec ça. Je vous en ai parlé quand on s'est vu cet été, ainsi de suite. À force de parler, je me suis aperçu qu'on parlait au passé, de tout ce qu'ils faisaient, même quand je montrais des choses à des collègues de boulot, ainsi de suite, on parlait au passé. Et effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de photos sur Insta, sur Facebook, de grosses équipes, hein, mais beaucoup de photos qui ne se voyaient pas avant. Parce qu'avant, photo, vidéo, ça se faisait pas. C'était pas dans la mentalité, c'était pas du tout dans la façon de faire d'un joueur ACP. Mais toutes ces photos, ce sont beaucoup des entraînements. Ce n'est pas vraiment des grosses OP. Donc en fait, au fur et à mesure, l'ACP était en train de mourir. Donc il a fallu se dire, attention, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est en train de mourir. On laisse mourir, on archive le règlement, utilise qui voudra, et puis l'ACP s'arrête là en 2025, ainsi de suite, ou pas. Moi, j'ai dit non. J'ai encore l'envie, j'ai encore le physique, j'ai encore la motivation, ainsi de suite. Par contre, seul, ça va être compliqué. Donc, mes 2 compères, mes 2 cofondateurs, Larsen et Strike, eux, ont bien mentionné le fait de dire qu'ils arrêtaient pour leurs raisons qui leur sont propres, hein, à la fois privées et professionnelles. J'ai mon binôme depuis toujours, Camille, qui lui dit, moi, je suis. Alors, j'ai fait un peu comme un audit. J'ai appelé tous les anciens, alors je dis les anciens parce qu'en 15 ans, vous imaginez bien qu'on a tous vieilli, on a tous eu des vies de famille, ainsi de suite, donc les gros leaders des teams ACP
ont pas vraiment passé la main parce que si je prends Sven, qui est toujours en train de regarder ce que fait son équipe, et ainsi de suite. Mais chez les commandos Phoenix, chez qui on était, ils deviennent plus ou moins papa, et ainsi de suite. Donc il y a une vie de famille derrière. Donc il y a des jeunes en dessous de 30 ans qui reprennent un peu le flambeau, mais que je connaissais plus au final, puisqu'ils venaient plus sur les orgas ASP et BSO. Donc là, j'ai fait un peu comme on est dit. J'ai dit, on en est où, on fait quoi, comment ça se passe. Ce qu'il y a de bien, c'est que chez les ASP, j'en ai un, Blanc, qui était un des gros aide orgas de l'Arsène, qui a dit, moi, je veux continuer. Tisto, JB Build, qui reprend Milsim France au niveau de la modération et de l'administration, que Strike lui a laissé les rênes, qui a dit, je peux en être aussi pour relayer. Donc d'un coup, on se dit, on repart. Depuis 2 ans, oui, on voit beaucoup de photos d'entraînement. Beaucoup d'équipes qui sont un peu en stand-by. Je pense aussi un peu aux ATMS, qui sont dans le 06, qui étaient en berne aussi, parce qu'il y avait plus trop de grosses OP. Donc ça a commencé à créer des entraînements, ça a commencé à faire des mini-OP entre juste 2 équipes, ainsi de suite. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a une OP ACP qui se déroule à 30 km de chez moi, par une équipe du 13. Donc partant de là, l'ACP n'est pas mort, l'ACP est loin de mourir. L'ACP a quand même permis à la Aura d'évoluer, de fédérer d'autres équipes, la DIL, la KX3 et ainsi de suite. Donc eux font beaucoup de photos, effectivement. C'est des photos pour faire de la com. C'est pas des photos pour dire, regardez, on est beau, on est habillé de la tête aux pieds comme un vrai, on est des commandos de la mort qui tue. Donc toutes les photos que vous verrez par rapport aux équipes ACP, c'est beaucoup plus de la com. Et là, il est en train de faire, donc je rebondis un petit peu sur cette dernière question. Je me retrouve seul à parler de l'ACP aujourd'hui, avec tout le bagage que je vous ai dit et les acteurs qui ont fait les paroles que je vous dis. Mais là, la CP repart sur autre chose. La CP, alors je sais pas si tu me permets qu'on... Vas-y, ça allait être la perspective. J'allais clore cette partie en te disant, on a fait le passé, maintenant qu'est-ce que ça peut donner sur le futur? Qu'est-ce qu'est le futur de la CP? Donc maintenant, effectivement, Strike et Larsen sont un petit peu derrière, mais Larsen va revenir un petit peu au devant du jour par une grosse OP en 2026. J'en parle déjà, sans dévoiler quoi que ce soit d'autre. Mais il y aura une grosse com autour, donc c'est pour ça que j'en parle déjà. Principalement, on a un staff ACP qui se crée, c'est-à-dire moi, un des derniers dinosaures de l'ACP qui continue. Camille, qui avec tout le travail qu'il a fait, malheureusement dans mon nom, pourtant il a fait un travail phénoménal, c'était légitime qu'il prenne une place au sein de l'organisation ACP, même si son humilité faisait qu'il voulait pas trop le faire. Vu le boulot qu'il fait, je suis obligé de le mettre en avant. Blanc, qui a été quand même une grosse aide et qui a organisé, c'est un des derniers à avoir organisé avec Tyler des ASP, des grosses OP ACP au niveau du sud-est, et JB Bull, donc Tisto, qui relayera sur 1000 Team France. L'ACP repart, c'est pour ça qu'on a créé un Discord, c'est pour ça qu'on a revu avec les anciens, c'est pour ça que le week-end dernier, normalement, on aurait dû bricoler au niveau de la FOB pour les futurs OP, mais non, on s'est déplacé, pas sous une équipe vraiment constituée, sous bannière des ASP, mais c'était plus un regroupement comme on a fait nous cet été pour aller faire une OP chez les commandos Phoenix, nos amis de toujours qui ont participé à toutes nos OP et ainsi de suite. Donc on a fait une OP ACP le week-end dernier. L'ACP va évoluer en 2026. On a déjà une première OP, même une double OP sur le même week-end qui se fait le 24 et 25 janvier. Crossroad qui, à ma grande surprise, prend une ampleur que j'apprécie, et sous bannière ACP, et va continuer à évoluer courant 2026. Cette fameuse grosse OP qui va naître en 2026 va demander une grosse organisation. Donc on a plusieurs petites OP ACP qui vont se créer. Alors ça, peut-être pour les gens qui viennent de loin, c'est plus compliqué, parce que souvent c'est sur une nuit ou c'est 12 heures. Les grosses OP de 24-48 heures, ben, pour ceux qui viennent de l'OM, c'est peut-être mieux, j'en sais rien. Après, les gens sont peut-être prêts à taper 4 heures de route pour pouvoir faire quelque chose qu'ils aiment. Donc l'ACP est loin de mourir. Au contraire, là, alors on est de 2 ans où ça avait un peu diminué en termes de communication et d'activité, je le reconnais. Ça renaît, ça évolue, et normalement, début 2026, avec les annonces fin 2025, vont permettre de montrer que toujours là, toujours présent, et toujours prêt à faire évoluer le règlement. Donc il y a la partie administrative du règlement que JB, Blanc et moi allons gérer, ou quand il y aura des rétextes d'OP, eh ben on viendra me dire voilà, là ça serait bien peut-être qu'on change ça, est-ce qu'on peut, on l'étudie. Je ferai exactement ce que je faisais avec Larsen et Strike, à chaque rétexte d'OP où il y avait une équipe qui venait nous présenter un module, est-ce qu'on peut changer ça, est-ce qu'on peut faire évoluer cette partie-là. Et après, la mise en place d'organisation des OP réellement sur le terrain, c'est les ASP qui continuent. Donc avec Blanc en tête, qui organisera donc les OP ASP dans le centre Var. J'essaye toujours de rencontrer des gens comme vous, comme Dixman par exemple, pour voir si par la suite il n'y a pas possibilité d'exporter et de voir, parce que quand je parle à Chantavo 3 de cet été,
Il manquait pas grand-chose pour avoir une super OP dans sa préparation, pas dans son exécution. Malheureusement, l'exécution tient beaucoup des personnes que tu as au casting, des têtes de faction, mais Dans l'exécution, moi j'ai passé une super OP à Champ de Pavot, je vais pas repartir sur un texte là-dessus. Je lui ai dit, ton OP, il manquait pas grand-chose pour, effectivement, que ça soit... Après, attention, c'était pas sa volonté au départ, hein, mais ça pouvait ressembler à une OP ACP sans aucun problème. Donc partant de là, je pense qu'il y a encore de beaux jours. Et par la suite, effectivement, tout le monde vieillit, hein. Si un jour ça s'arrête, j'espère qu'il y aura du monde plus jeune qui pourront continuer à faire évoluer ce règlement qui est devenu une charte et qui est devenu une vraie façon de jouer. je trouve que c'est des merveilleux mots de fin pour ta partie. J'ai rien à rajouter de plus pertinent dessus. Ben, merci. Je te propose qu'on laisse la main à Kurma pour sa partie technique et puis qu'on revienne débattre fortement sur la partie débat. Allez, Kurma, c'est à toi. J'ai un peu fait une intro, mine de rien, en parlant de mes envies d'achat, parce que ça va porter à peu près sur le même sujet. On va parler réplique pour faire des OP où la réplique n'est pas le plus important. C'est un peu brouillon comme ça, mais écoutez-moi, vous allez comprendre. Quand on parle de milsim ou d'ACP notamment, comme l'a dit Mino plusieurs fois, on parle de pas mal de marches et pas tirer non plus comme des fous furieux en dominical. Pas qu'on n'ait pas le droit, mais c'est pas le but en fait. Le but c'est pas de croiser un mec tous les 10 mètres et de lui fumer la gueule 60 RPS. Souvent, les répliques qui veulent chasser le réalisme, entre guillemets, c'est les GBBR et les Bolt. Mais tout le monde n'a pas envie de jouer Bolt, tout le monde n'a pas envie de jouer GBBR, surtout quand on fait une OP à moins de 10 degrés, ça peut arriver. Du coup, il nous reste les AEG. J'ai vu sur certaines OP des règles avec marqué, par exemple, AEG, DSG, 60 RPS interdit. Parce que le but, c'est pas d'aller fumer ses potes. Je suis d'accord sur l'objectif, c'est-à-dire ne pas venir là comme si on était en dominical ou en partie de Speedsoft pour aller fumer tout le monde, mais je pense que c'est pas la bonne manière d'aborder le sujet. Parce que personnellement, sur les petites OP, entre guillemets, vaguement milsim sur lesquelles je suis allé, ou d'ailleurs j'ai lu ces règles, personnellement j'y suis allé avec des AEG de con, parce que je n'ai que ça, hein, je n'ai que des AEG de con, et il y a eu aucun problème en fait. Et d'ailleurs, même en zone neutre, quand on faisait les passages chroniques, personne ne s'est plaint du fait que j'avais des AEG de con. Je pense que l'AEG de con, comme on va l'appeler pour résumer, c'est un peu la réplique parfaite pour aller faire du milsim, parce que vous avez besoin de quoi en milsim? Vous avez besoin de quelque chose de solide, vous avez besoin de quelque chose qui ne va pas vous fumer votre batterie en 2 jours, par exemple. Vous avez besoin de quelque chose qui est réactif, et si ça peut être réaliste, c'est encore mieux. Parce que le but de ce genre de truc, c'est d'être un peu réaliste. Sauf que en AEG, on a des contraintes mécaniques qui font que il y a un cycle, il y a un piston qui doit reculer avant de venir, la sensation de détente, c'est pas toujours ça. Si on a un MOSFET, il y a beaucoup de MOSFET qui ne permettent pas d'avoir une sensation de détente autre que juste on appuie comme sur une petite quéquette, et ça fait pas de sensation. Le BBR, on n'en parle pas parce que c'est vraiment pas une bonne idée si on veut de la fiabilité. N'empêche que sur un AEG, il y a plein de choses à faire qui s'apparenteront à ce qu'on pourrait penser qu'une réplique doit faire en Speedsoft, genre un truc avec des pièces de malade mental, MOSFET, une grosse batterie, une cadence de malade mental, etc. Ben, tout ça, en fait, c'est moins adapté au Speedsoft qu'au milsim au final, je trouve. En milsim, on a besoin d'un truc ultra solide. Donc, si on a besoin d'un truc ultra solide, il faut mettre des pièces de qualité. Attention à pas vous faire piéger, toutes les pièces chères ne sont pas des pièces de qualité. On essaie d'avoir un truc raisonnable, mais c'est bien d'avoir de la réactivité aussi. Si vous voulez avoir quelque chose qui a un feeling un peu réaliste, il faut pas que votre cycle y mette 3 secondes à se faire. Il vous faut un truc qui dépote un peu, qui a un départ quasi instantané. Pareil pour les moteurs brushless. Les moteurs brushless, c'est pas réservé aux speedeux qui veulent se flinguer les fesses. Le moteur brushless, ça a une super capacité, c'est que déjà c'est super fiable, ça a beaucoup de couple, et surtout ça consomme vachement moins de batterie. Si vous faites des OP 2 jours et que vous voulez pas changer de batterie une fois par demi-journée, c'est très très cool d'avoir un brushless par exemple. Sur Champ de Pavot 3, on a joué 3 jours, j'ai changé de batterie par acquis de conscience le matin du dernier jour. J'ai fait 2 jours sur la même batterie, j'étais en 7.4, c'était pas une batterie énorme, c'était une batterie qui rentre dans un tube de cross M4. J'avais un brushless, et c'est cool, j'ai pas tant tiré que ça, n'empêche que passivement, une batterie, ça se vide. Si vous voulez un truc super solide, vous mettez des pièces à la fois externes et internes de qualité. Et à la fin, si vous faites tout ça, si vous faites une réplique qui est un outil de travail, entre guillemets, vous allez vous retrouver avec un truc qui, généralement, est capable de faire ce que on voit dans les parties de gros speedsofters où ça tire très très vite, ça tire très très fort. N'empêche que le milsim, je pense, c'est une façon de jouer, comme ça a été dit plein de fois. C'est pas parce qu'une réplique est hyper réactive et a un full de malade que vous êtes obligé d'utiliser ce full de malade déjà sur vos potes. Et c'est pas parce que vous avez une réplique très réactive que vous êtes obligé de tirer 10 billes en 1 seconde 50. Si vous cherchez la performance, ça va vous donner des possibilités, ça ne va pas vous obliger à les utiliser. Quand je suis allé à Champ de Pavot,
ma réplique faisait beaucoup de RPS, j'avais du pré-cooking, c'était instantané. Je pouvais jouer, faire comme un speedsofter, mais c'est pas le but, c'est pas l'intérêt. Et au final, l'intérêt du milsim, c'est d'avoir quelque chose de solide qui va vous durer pendant plusieurs jours. Le cliché de je me monte une réplique de malade mental pour aller tirer sur mes potes à 3000 à l'heure, au final, on a moins besoin dans ce cas de figure d'avoir une réplique performante, alors qu'en milsim, avoir une réplique qui te lâche pas au bout d'une nuit, c'est quand même le principal intérêt. Du coup, j'aimerais juste abattre ce cliché de les AEG hyper énervés, c'est pour le speedsoft, les AEG plus tranquilles, c'est pour le milsim. En fait, j'ai envie que ça soit l'inverse. Par contre, l'important, c'est celui qui tient la réplique. C'est celui qui, malgré sa réplique hyper réactive, va pas nécessairement en profiter pour mettre 10 billes sur un mec, déjà parce qu'il a que 30 billes dans le chargeur, et parce que c'est pas le but en fait. Mais une réplique hyper énervée, hyper réactive, c'est vachement plus adapté au final à une partie où vous allez devoir durer 3 jours sur la même batterie, où vous allez devoir avoir quelque chose qui marche peu importe les conditions, que dans une partie qui dure une demi-heure où vous faites du CQB à tirer sur des mecs à 10 mètres en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ouvre le débat aux invités et notamment à Mino. Je vais te rejoindre, mais quasiment par 100% avec ce que tu as dit. Ça prouve bien pourquoi on s'est si bien entendu aussi cet été. Je vais juste rajouter la comparaison entre le joueur dominical et le joueur ACP. Déjà, dans le règlement, même s'il y a un flou juridique là-dessus, je rentre pas dans le débat, une réplique, c'est 2 joules. Dans l'ACP, on parle en joue les billes de jeu. Il n'y a pas de passage au chronie. C'est vrai que ça se joue sur la confiance, mais on fait pas de passage au chronie parce que on catalogue pas et catégorise pas la réplique en fonction de son utilité. Le snipe, comme on entendait à dire, 465 FPS, j'ai mis un moment à le comprendre avec les discussions à travers les différents groupes de discussion Sniperland et compagnie, hein, de comprendre pourquoi ils sont bêtes le dimanche à dire que le PA doit être à 1 joule, l'AEG ou le GBBR doit être à 1 joule 5, il a le droit de tirer qu'en semi, la réplique de soutien, il n'a pas droit à la rafale, mais il doit être à temps. Et pourquoi? J'ai compris que c'est 2 mondes à part. Je parle pas d'élitisme ou de qualité, hein, mais c'est un peu 2 mondes à part et c'est en fonction, comme tu le dis si bien, du joueur. La qualité de jeu va dépendre du joueur, mais c'est sa façon d'être dans sa philosophie, son attitude de jeu. Un petit Bolt, il a 2 joules parce que la réglementation, même si je répète, il y a un flou juridique par rapport à ça. On m'a dit il fallait être à 2 joules, je suis à 2 joules, à 0,43 dans mon SRS, qui est à verrou. Mais si en face de moi, j'ai un mec en AK, en M4, en ce que vous voulez, il est à 2 joules aussi, j'en ai rien à faire. Je l'ai dit de manière un peu ironique, hein, mais le PRS qui a été fait donc avec un mélange de DMR et de Bolt début octobre, là, à Toulouse, organisé par Dams, ben, on a bien vu au niveau précision qu'il y a quand même une petite supériorité des Bolt. Hein. Je rentre dans un sujet qui me marque. Je tiens quand même à préciser un truc, c'est que aucun des participants DMR s'était vraiment préparé. Et en face, on avait quand même des mecs en Bolt qui ont l'habitude du sniper. Là. Ça les joue énormément. Je peux vous dire que l'année prochaine, Panchois il est 2e. Et je serai en DMR. Donc au classement général alors. Oui, au classement général. C'est la petite boutade du gros chauvin bolteux que je suis, bien sûr. Je vois souvent des bolteux dire ouais, mais les AEG commencent à nous rattraper, ils ont trop d'avantages, c'est pas fair play. Tu joues pas un bolt pour taper la perf d'un AEG, tu joues bolt parce que ça te plaît de jouer bolt. Ben, bien sûr. J'ai mes propres collègues qui évoluent au sein de la CP qui jouent en DMR. Ils essayent de me convaincre par puissance 10. Ouais, mais moi, je peux te doubler, ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir. Le bolt à verrou et le DMR sont 2 styles de jeu complètement différents. Tu n'évolues pas, tu ne tires pas de la même manière, tu n'agis pas, tu ne te déplaces pas de la même manière avec une réplique comme ça dans les mains et un bolt dans les mains. C'est pas possible. Donc, tout dépend du joueur. Effectivement, même si j'ai mis un moment à comprendre pourquoi on cataloguait toutes ces répliques en fonction de leur puissance et leur capacité de tir le dimanche, c'est parce qu'en fait, c'est pas du tout la même manière de jouer, tout simplement. Et que la grosse différence, c'est le joueur, comme tu le dis. Je me suis battu en rigolant, mais parce que j'étais mort de rire, sur des étrangers anglais et compagnie qui ont fait sur le SRS des adaptations de chargeurs M4 parce qu'ils ne pouvaient pas mettre assez de billes dans leur chargeur SRS. Première question, quand ils présentaient ça tout fiers d'eux en leur disant « Why ? Pourquoi tu fais ça ? Mais tu es fou !» Et quand je leur disais que moi, je pars avec 5 billes par chargeur et j'ai que 5 chargeurs, ils peuvent pas comprendre. Alors, je parle pas d'élitisme, attention, loin de là. Il n'y a pas de niveau de professionnalisme ou de qualité ou quoi que ce soit. C'est juste 2 mondes à part. En plus, tu pars aussi sur 2 pays à part, hein, avec 2 façons de jouer différentes. Hein. L'Angleterre, c'est très particulier pour l'airsoft. C'est 2 mondes à part. Vous parlez du football américain et du rugby européen. Ouais, c'était très différent. Et d'ailleurs, dans le même genre, au niveau adaptation à la con, hein, c'est les mecs qui foutent des adaptateurs de chargeurs de M4 sur des shotguns. Oui, aussi.
Ou sur des pistolets, il y a pas, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça, c'est les mecs sous kétamine, Mais pas nécessairement, en fait. je dis ça pour rire, mais les pistolets, tu peux avoir les chargeurs longs ou tu vas avoir des grosses capacités. Les shotguns, tu es paralysé à du 30 billes, donc 10 coups pour les qui tirent en 3 par 3. Les mecs foutent des chargeurs de M4, si tu veux faire ça, maintenant tu as le Saiga ou tu as le AA12, Ouais, les pistoles. Je m'étais pas trop posé la question avant de faire ce genre d'OP plusieurs jours, comme Chant de Pavot par exemple. Les gens ont tellement peur de manquer de billes, et moi aussi j'ai eu peur de manquer de billes. Après, tu sais rester raisonnable. Quand je suis venu, je me suis aligné sur les puissances qu'avait voulu Dixman. Par exemple, j'ai fait le choix de rester à 1 joule 2 et d'avoir plus de billes, plutôt que de partir à 1 joule 5 et d'avoir moins de billes, tout simplement parce que 1 joule 2, 1 joule 5, il y a très peu de différence en fait. Les gens ont tellement peur de manquer de billes et ne se rendent pas compte quand ils rentrent dans ce genre de partie, qu'ils rentrent dans le millésime entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais ils ont peur de pas avoir assez de billes tout simplement parce que ils n'ont qu'un seul exemple, c'est la dominicale. Et en dominicale, tu crames de la bille. Mais bien sûr. Le meilleur exemple, c'est chez nous, à la SAT, quand on joue. Mais qu'est-ce qu'on brûle de la bille? C'est une folie, quoi. Et pourtant, dans les 2 ou 3 OP millésime que j'ai pu faire, je n'ai strictement pas une seule fois manqué de billes. Et pourtant, j'étais en emport limité, j'ai respecté les règles, je me suis pas blindé de fou. Je crois que sur Chant de Pavot, j'ai tiré un chargeur. Je me suis pas senti manquer de billes, je me suis pas senti frustré de ne pas avoir tiré. C'est 2 choses différentes, c'est 2 jeux différents. Complètement. Et en fait, c'est fou comme les gens ont peur de manquer de billes. Et au final, je sais pas s'ils se rendent compte qu'à la fin de ces OP, ils ont même pas tiré la moitié de ce qu'ils avaient sur eux, quoi. Exactement. Je suis sûr que tu fais découvrir le millésime à certaines personnes, si tu leur laisses faire, ils viennent avec un PA avec le chargeur de M4 en dessous. Strike, à une époque, a voulu faire découvrir le millésime à certaines équipes, donc en organisant des journées tranquilles. Et il a fait venir donc des équipes et il nous demandait à nous, ses amis, de prendre un peu en tant que chef d'escouade pour leur montrer comment on joue dans le millésime, ainsi de suite. La première chose, c'est que les mecs, au bout d'une heure, s'ils n'avaient pas tiré de la bille, déjà, ils en avaient marre. Ils en avaient marre de mettre en place une tactique. La facilité de trouver l'équipe adverse, c'est qu'il y avait toujours un couillon en gilet jaune qui prenait des photos. Donc on les repérait sur un terrain à 3 km. Et effectivement, moi, le premier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes 5 billes dans mes chargeurs et la première confrontation, je me suis retrouvé à court de billes. Parce que c'était devenu la dominicale, la première confrontation. C'était plus du millésime. Donc c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Et cet emport de billes, pourquoi nous on l'a mentionné dans le règlement ACP, il n'y a jamais quelqu'un qui nous a fait un rétexte d'OP en disant bon ben là au niveau des billes c'était mort quoi, tout simplement. Du coup, quand on a le bon état d'esprit, qu'on comprend pourquoi on vient faire du millésime, et qu'on a un peu de billes, rien n'empêche d'avoir un AEG qui dépote sa mère, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va aussi avoir de la fiabilité, de la réactivité et même du réalisme. Mais bien sûr. Il y a un petit machin dont je ne peux plus me passer. J'installe systématiquement des MOSFET Perun dans mes AEG. Et ils ont un petit module qui s'appelle le clicker, qui donne un sentiment de détente. Alors, c'est pas réaliste, mais au moins il y a quelque chose, quoi. C'est exactement ça. Moi, j'y comprends rien avec mon machine à coudre là. Mais effectivement, si la modification de l'AEG permet de se rapprocher entre guillemets de ce que donne le réel, eh ben tant mieux, il faut le faire. Bien au contraire, ça va donner encore plus de réalisme. Là, tu me parles d'un truc qui a l'impression d'avoir une vraie action que de détente, eh ben tant mieux. Il faut le faire. Et au final, c'est vachement plus pertinent pour du millésime que pour le reste, en fait. Bien sûr. Parce que pour aller tirer de la bille en dominical, on n'a pas besoin de que de détente particulière, on n'a pas besoin d'avoir une réactivité de fou furieux, encore plus en CQB. En CQB, on se rend pas compte. La plupart des gens se montent des monstres de CQB, mais ça sert à rien, on tire à 10 mètres en CQB. Oui. Le CQB avec un AEG Sima stock que t'achètes et tu mets une batterie dedans et des billes dedans, c'est parti. Mais en fait, tu t'amuses autant, quoi. Voire plus. Pour le millésime, c'est un peu plus chiant déjà si ton AEG Sima il pompe une batterie par jour et que tu sais pas s'il va tirer au moment où t'as besoin de tirer. Vraiment, il faut pas que tu rates. Là, c'est aussi pertinent. Je vais te donner un exemple un petit peu bête, mais c'est surtout par rapport au poids des billes. Je joue avec mon PA, j'ai un Glock 17 à gaz, GBB, forcément, qui fait du bruit quand on tire. Mais si je dois l'utiliser, c'est que je me retrouve soit détecté, soit dans une attitude où j'ai pas besoin de silence. Je mets de la 0,43 ou 45 dedans. Et j'ai entendu dire, ah, mais tu cherches à faire mal à tes collègues. Ah. Pas du tout. Je mets de la bille lourde parce que, à une distance moindre, 0, 20 mètres, 10, 20 mètres, 5 mètres, je ne vais pas rentrer dans le débat là-dessus, parce qu'on pourrait parler des distances d'engagement aussi, qui ont la différence entre le millésime et la dominicale. Nous, on n'a pas de distance d'engagement, quelle que soit la puissance. Les mecs vont pas te rafaler dans la tête à 5 mètres, ils sont pas cons non plus. Moi, ce que je veux, c'est avoir de la précision. Donc, si avec ma 0,45 dans mon petit Glock 17, entre 5 et 10 mètres, j'arrive à placer la bille où je veux, parce que la 0,20, 0,23, j'en sais rien, elle est un peu trop légère et qu'elle va m'offrir une imprécision à ce niveau-là, c'est pas cool. Je l'ai fait à travers la porte ouverte d'un pick-up sur le conducteur pour lui tirer dans l'épaule. Bon, c'était carrément hors règlement, mais c'est pas grave, ça s'est fait quand même.
Mais si je suis pas précis au centimètre près à ce niveau-là, je risque de le toucher dans la tête, je risque de le louper et ainsi de suite. Mm. Donc partant de là, le poids de la bille n'est pas là pour faire mal. Je me retrouve dans un CQB. Ah mais tu vas pas venir avec ton snipe en CQB à 2 joules. J'ai snipé avec mon snipe à 2 joules dans un bunker et le mec il m'a pas dit tu m'as fait trop mal, tu es trop près. Parce que c'est un joueur milsim. Alors après, je vais pas dire, hein, mais si t'as peur de te faire mal, reste devant ta PS5 à Call of, à Black Ops 6 et là tu auras pas mal. Il y aura pas de soucis. Peut-être tu auras des douleurs lombaires parce que t'es resté trop longtemps assis. Des escarres peut-être. Tu m'as pas joué à l'airsoft quand même. Ce week-end, j'en ai pris une dans l'oreille, dans le menton. Ça pique. Hein. C'est un AEG qui m'a tiré à 10 mètres en rafale. Ça pique. Je l'ai pas regardé. J'ai dit, tu me tires trop, t'es trop pris. Il dit sans engagement. Non, j'ai pris. Comme ça, c'est la vie. Après, à moi de me protéger. Le problème des billes lourdes, mais alors ça, les gens n'ont pas compris que 2 joules, c'est 2 joules en fait. Il n'y a pas de la bille lourde fait plus mal. Alors oui, elle conservera plus son énergie. Oui, le fameux joule creep, même ça, on peut en parler, on peut débattre là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Tu te fais tirer à 5 mètres par de la 0,23 à 2 joules ou par de la 0,43 à 2 joules, ça va être la même chose. Exactement. Non, mais de toute façon, en fait, tu te fais tirer à 2 mètres par un pistolet à 1 joule, t'auras mal parce que t'auras l'impression d'avoir mal. Tu parlais des parties à la SAT, vu que c'est des trucs frénétiques où on tire comme des débiles, dans la limite des stocks disponibles, mais C'est exactement ça. on ressort comme des coccinelles, on n'est pas non plus à 100, mais bon, sur le coup, tu sens la bite, t'es en mode aïe, j'ai mal, sauf que 5 minutes après, t'es en mode bon, il y a plus rien, et ensuite, le soir, quand tu te regardes devant la glace, t'es en mode ah oui, d'accord, tu ressembles à une putain de coccinelle inversée, mais. Il y a aussi une différence énorme, c'est que prendre 2 billes à 1 joule, ça fait plus mal qu'une bille à 2 joules. Il y a un truc qui est super important quand tu prends une bille, c'est là où tu la prends aussi. J'ai déjà saigné en me faisant tirer dessus par un PA Marui. C'est à 0,7 joules, alors que parfois j'ai pris une bille à 2 joules dans le cul, m'a à peine chatouillé quoi. Ça dépend des distances, ça dépend de là où tu le prends, etc. Et en dominical, quand tu te prends des billes, généralement t'en prends pas qu'une. Alors forcément, t'évites de te lâcher des rafales dans la tête à 2 joules. En milsim, encore une fois, c'est complètement différent. Quoi. Exactement. Si je prends l'exemple de nos amis suisses, puisque maintenant avec le golf, on a rencontré pas mal de Suisses et on est amis depuis quelques années, on discute. Les Suisses jouent à des puissances, surtout au niveau des bolts, bien plus hautes que 2 joules. Les seuls problèmes qu'ils ont de dents cassées et ainsi de suite, c'est par les AEG qui tirent sur des plus courtes distances. Donc ça prouve encore une fois, quand tu tires, surtout nous en ACP, quand on tire, je dis pas qu'on réfléchit, mais on fait attention à ce qu'on fait. Comme tu dis, t'as que 30 billes dans ton chargeur, tu peux pas rafaler comme ça, et ainsi de suite. Donc partant de là, tu fais attention. Ça t'est déjà arrivé de se retrouver à 5 mètres pratiquement à bout portant. On est tous équipés, des manches longues, des gilets, et ainsi de suite. Bon, ça reste un jeu, hein. Ça tue pas une bille. Hein. Non, clairement pas. Faut être bien protégé, c'est vrai. Bon, tout ça pour revenir du coup sur le sujet sur lequel on a bien dévié. Si vous allez faire du milsim, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de faire un AEG très très énervé, mais il faut penser à quoi vous avez besoin sur cet AEG. Franchement, le maître mot, c'est la robustesse. Si vous avez du réalisme, c'est encore mieux. Au final, s'il y a bien une réplique chez vous qui doit mériter le traitement upgrade énervé, c'est celle qui va partir en milsim en fait. Magnifique conclusion. Merci Cubain. Je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, tu t'améliores sur tes conclusions. J'ai même plus besoin de te relancer dessus. Je vous propose donc de passer la main à Gont. Elle est où ta hitbox là dans mon cul? Mais vous fumez, monsieur. Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Pour notre débat du jour, on va partir sur un sujet assez vaste. Airsoft, un monde de mythomanes. La base de l'airsoft, faut pas oublier, ça reste quand même une bande de pecnos citadins qui vont en campagne pour se tirer dessus avec des répliques d'armes à feu, habillés comme le premier gros héros de jeux vidéo ou John Rambo dans son dernier film. Alors qu'au final, les mecs, c'est littéralement des salaryman qui peuvent pas faire 2 pas dans les escaliers sans être fatigués et qui sont engueulés par le patron tous les jours. Mais ça, c'est un peu la base. Après, il y a le niveau au-dessus. Il y a tous ceux qui se la jouent à mort sur les réseaux sociaux, qui font genre que c'est les cadors et les super méga FS, que si tu les envoies en Afghanistan, c'est bon, le pays, ça devient une démocratie en 5 minutes. Et ça, quand on revoit un petit peu ce qui tourne autour du milsim, pour rester toujours dans le sujet, on voit quand même beaucoup des mecs qui disent « Ah, je fais du milsim, ah, regardez à quel point je suis trop fort avec mon gear full cry précision, acheté à je sais pas combien de milliers d'euros, le kit RS qui sort tout droit des entrepôts d'armée américaine parce qu'ils ont récupéré on sait pas comment, leur réplique où ils ont changé tout ce qui peut être changé par du vrai matos, je dis pas ça parce que je vais le faire, mais au final, quand même, le but de l'airsoft, ça reste de se montrer, de se mettre en avant sous un jour quand même assez favorable ou pas, en fonction de ce qu'on veut faire, et d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Est-ce qu'au final, est-ce qu'on n'est pas un peu tous des gros mythos? Premier argument, tu viens de le dire. On joue quelqu'un qu'on n'est pas. C'est pas être mytho, ça, c'est juste jouer un rôle. Ouais, mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux, il y a des applications qui sont différentes. Oui.
Je prends un exemple tout bête. Je m'achète du tonne de guerre sud-africain. J'ai littéralement une panoplie complète de vrai matos Sudaf qui vient de là-bas pour faire une tenue qui va avec le FAL, donc pattern 70 et avec un Galil pattern 83. Là, je rentre carrément dans la catégorie du gros mytho qui se la joue. La preuve, les dernières photos qu'Alexis a postées, je me mets vraiment en scène comme espèce de vieux mercs ou vieux soldat Sudaf en pause à la frontière de l'Angola qui lit son magazine. C'est complètement du mytho. C'est fait pour l'Insta, c'est pour tatiller mon propre ego. Et alors? Je vais peut-être m'attirer les foudres, hein. Je suis quelqu'un de très moqueur, hein. Mais le gars qui va se la jouer sur les réseaux sociaux, quel que soit le support, hein, et qui va afficher certains levels, entre guillemets, comme tu dis, et quand il va se retrouver sur le terrain, qu'en fait, au bout de 100 mètres, il s'essouffle, au premier tir, il tire sur les pigeons plutôt que de tirer sur le gars en face. Si on l'écoute, il a fait toutes les guerres, c'est lui qui a inventé les tactiques pour prendre un pont, ainsi de suite, et alors qu'il ne sait pas faire, il n'a aucun acte réflexe, ainsi de suite. Ça, pour moi, c'est d'être mytho. Je vise personne, cela dit. Quoique. Je suis d'accord avec ça. L'airsoft, c'est plein de choses. Ça peut être des mecs qui font de la dominicale, comme des simeux qui sont en train de faire du gros reenactment, comme des mecs qui font juste de la photo mytho pour le kiff. Dans tous les cas, effectivement, c'est la base de l'airsoft, d'être dans le mytho où on est en train de refaire du jeu vidéo ou des films ou ce que tu veux. En reenactment, que ce soit moderne ou à l'ancienne, tu refais des batailles qui ont existé ou non. Et si tu fais de la photo mytho, t'es juste en train de faire semblant d'être dans une situation qui n'existe pas vraiment. Le truc derrière, c'est de prendre la chose comme elle est. D'un côté, c'est un jeu, dans l'autre, c'est de la reconstitution, et dans le dernier, c'est de la photo mytho. C'est juste, je fais des photos pour le kiff, et de pas commencer à utiliser ces photos comme moi durant ma dernière partie. Non, t'étais pas en partie, t'étais en train de faire des photos comme un connard. Faut juste pas abuser, et elle est là la différence. Tu peux faire ce que tu veux, genre avec Curmin, où après on se faisait chier, on s'est dit bon bah vas-y, on envoie un message à un autre pote et on va aller faire de la photo mytho sur le terrain parce que c'est rigolo et parce qu'on a que ça à foutre, parce que personne veut jouer dans cette association de cons. C'était il y a longtemps. Mais toujours est-il que on a kiffé faire de la photo mytho. Je sais que cet après-midi-là, on est arrivé sur le terrain en début d'après-midi, on a topé notre meilleur BK avant, et ensuite on a kiffé l'après-midi, c'était rigolo. On n'a pas fait grand-chose, on a fait surtout des photos un peu sérieuses, des photos fun, et c'était de la photo, mais derrière on n'était pas en mode «Eh ça c'est nous lors de notre dernière partie». Non, c'est clairement de la photo mytho. Et c'est marrant ce que tu dis parce que souvent on attribue le mot photo à mytho. Le terme est venu à cause des mecs qui font croire qu'ils font des parties. Exactement. On se met en condition. Quand on a fait de la photo mytho avec Urbain, on se met en situation et on appelle ça de la photo mytho. En soi, c'est juste de la photo. C'est un terme très airsoftien et c'est dans le vocabulaire. Et c'est accepté par beaucoup de monde maintenant de dire ouais, je vais faire de la photo mytho parce que c'est juste recréer une situation. Et le truc, c'est de le prendre comme tel, comme de la photo mytho. Et le problème vient plus des grosses OP 1000 sims qui se font passer pour des parties ultra rigoureuses, ultra demandantes et qui sont juste au final un endroit où tu vas faire de la photo, où il y a des pseudo mises en situation, mais au final, le but c'est juste de te mettre en avant, de créer des situations pour créer de la photo, et t'as plus de photographes que de joueurs, et ça c'est dommage. Et encore, à la limite, tu vois, ça peut exister. Dans ce cas-là, tu vends l'événement comme un événement photo, et pas comme une OP d'Airsoft. Parce que au final, si vous avez ce délire de faire ça, acceptez la chose, dites on va organiser un shooting photo. Il y a pas de souci, tu vois, c'est un shooting photo. Et c'est juste qu'il y a des gens qui sont obligés de se justifier, de dire non, mais moi je suis quelqu'un dans l'airsoft. Là, perso, je vise personne et j'ai personne en tête. Au moins, je me dédouane. Je sais que certains d'entre vous ont. Mais perso, m'en bat la race. Chacun kiffe l'airsoft comme il veut. C'est juste qu'il faut accepter qu'il y a des moments où t'es pas en train de faire de l'airsoft, t'es en train de faire un shooting photo. Et il y a pas de souci, tu vois. Si tu kiffes faire du shooting photo, c'est comme le disait Gaunt, il était content d'avoir ses photos de lui en mode merx. Parce que c'est un kiff et c'est cool d'avoir des belles photos. Moi, je suis content d'avoir des belles photos. Kurma, il est tout le temps sur les photos de partout. Et moi, je suis en mode, mais moi, mes photos. Mais c'est parce que je suis beau, Parce que tout le monde est en fanboy de toi, c'est tout. ça me flatte. Même dans le monde RS, dès que les collègues présentent des photos où ils sont mis en situation, et même au plus haut niveau des forces spéciales, ils disent photo mytho. Mais pourtant, c'est juste des photos, c'est pour se faire plaisir. Quand on veut faire quelque chose, on se fait plaisir, on est un peu mytho sur les bords. Mais parce que c'est de la mise en condition. Mais... Voilà. Pour moi, le vrai mytho, c'est celui qui va annoncer quelque chose qui n'est pas. Il va faire prétendre et croire que. C'est moi lors de ma dernière opération en train de descendre un hélicoptère alors que l'hélicoptère il a clairement été Photoshop et c'est lui avec une réplique à vide, sans batterie, sans rien, sur un terrain vague. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il y a pas de mal à faire de la photo, faut juste l'assumer comme tel. Au final, oui, on est des mythomanes, mais comme dit en prémisse, c'est la base de l'airsoft, la mythomanie. Hein. J'ai un argument en 3 points et je vais même me contredire dans ce que je dis. Vous êtes chaud ou pas? Bon, alors déjà, juste, tu dis que je suis tout le temps sur les photos, c'est vrai, et pourtant je déteste les photos. Je déteste la photo même. Du coup, moi je pense qu'on n'est pas des mythomanes. Alors, je veux dire après qu'on est des mythomanes, mais je pense que l'airsofter est pas nécessairement un mythomane, parce que j'en ai parlé déjà dans un épisode précédent, je saurais pas vous dire lequel exactement,
Mais personnellement, j'ai jamais fait de l'airsoft pour ressembler à quelque chose ou à quelqu'un. Ce qui m'a attiré dans l'airsoft, ce qui m'a fait vraiment kiffer dans l'airsoft, c'est le jeu, en fait. Et du coup, j'ai pris des trucs en fonction de mon jeu. J'ai pris le camo de l'assaut dans lequel je me suis inscrit, qui était le Flectarn, quelle erreur. Mais j'ai pris ce camo parce qu'il fallait prendre ce camo, mais si mon choix avait été porté, je me serais pas porté en particulier pour ressembler à quelqu'un ou aller m'inspirer de telle ou telle unité. Je l'ai eu fait ça, mais plus tard, après en fait. Au tout début, j'ai vraiment commencé à l'airsoft parce que c'était rigolo et j'avais pas nécessairement envie de ressembler en particulier à quelqu'un. Du coup, quand on va faire de l'airsoft avec cet objectif-là, que j'ai perdu de vue à un certain moment et où je reviens de plus en plus maintenant, est-ce qu'on est vraiment des mythos? Est-ce qu'on achète notre gear, nos répliques pour ressembler à quelque chose? On reste joueur? Est-ce qu'on reste dans le jeu de rôle? Est-ce que quand on va juste faire de l'airsoft, jouer à l'airsoft, est-ce qu'on est forcément dans le jeu de rôle? Est-ce qu'il n'y a pas un airsoft où on n'est pas du tout dans la mythomanie, on est conscient qu'on va tirer de la bille sur ses copains, qu'on va s'amuser, je vais juste faire un sport, en fait, je vais juste faire un jeu, et dans ce cas-là, j'achète de l'équipement qui me convient et qui me plaît, bien entendu, il y a toujours un côté visuel dans absolument tout ce qu'on fait, mais le principal attrait, c'est le confort, c'est la résistance, et c'est pas le fait de devoir ressembler à quelqu'un. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est des mythomanes? Parce que moi, quand je vais jouer à l'airsoft, je vais pas faire le militaire dans la forêt, hein. Je vais jouer à l'airsoft, je vais faire joujou. Quand je suis en OP, je vais me mettre dans un rôle, comme si je jouais à un jeu de rôle, mais je vais pas me mettre dans le rôle d'un militaire, parce que je trouve que se mettre dans le rôle d'un militaire, c'est copier quelque chose qu'on n'est pas. Par contre, me mettre dans la tête d'un mercenaire ou d'un villageois, ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire. J'étais en train de penser à un exemple. Cet exemple, en fait, au moment où je le pense, je dis putain, non, il est pas bon. J'étais en train de dire, est-ce qu'un acteur de cinéma qui joue un rôle est un mytho? Mais du coup, j'étais en train de penser à Sylvester Stallone qui joue Rambo. Donc là, oui, on est complètement dans la mythomanie. Mais en fait, c'est ça. Quand on était petit, on jouait aux Cowboys et aux Indiens. On n'était pas forcément mytho. Donc là, je rejoins ce que tu dis. C'est en train de dire qu'on se déplace, on va jouer un rôle, on fait du roleplay, donc on joue un rôle de scénarisé, mais on va faire du sport. On va tirer avec une réplique. Moi, je pense pas que ça soit de la mythomanie. Dans la pratique, on dit que mythomane, c'est faire quelque chose qu'on n'est pas, ou jouer quelque chose, ou être quelque chose qu'on n'est pas, plutôt être quelque chose qu'on n'est pas. Mais là, on fait un jeu, on est un airsofter. Je le vois, le côté mythomanie, pas sur le jeu, mais que sur la photo. J'adore être le mec en gilet jaune qui va prendre quelques photos à certains moments des joueurs. Et il y en a qui aiment bien se mettre en position pour se créer des souvenirs de leur partie. Il y en a qui aiment bien se voir en se disant, tiens, là, c'est mes photos à mes débuts, c'est mes photos maintenant. Voilà comment j'ai évolué, voilà comment mon gear avait évolué. Et c'est là où tu rejoins un peu le, entre parenthèses, mytho. Ouais, je pense que c'est ça. C'est exactement ça. On dit photo mytho, ou à un moment donné, on se met dans des situations qui ne sont pas forcément des phases de jeu. On a envie de montrer quelque chose qui retransmet pas spécialement ce qu'on fait. Dans le vrai jeu d'airsoft, j'arrête pas de m'embroncher dans les branches, je prends des billes dans la tronche, je transpire, je sais pas tirer. Ça, c'est la réalité. Photo mytho, putain, t'es trop beau, t'es positionné, t'es super bien camouflé, t'es dans une belle attitude, mais ça reflète pas le jeu. Je peux me contredire. Parce que là, j'ai parlé de l'airsofter qui met sa tenue qui lui plaît parce que la tenue, elle fonctionne bien, qui prend sa réplique parce qu'elle a une bonne gueule, mais surtout parce qu'elle fonctionne. Cet airsofter, au final, il est vachement minoritaire. Personnellement, moi, qui suis un fervent défenseur de ce genre d'airsoft, étant donné que c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que actuellement je joue, je suis revenu à ça. Mais il y a un moment où je me suis dit, est-ce que je me ferais pas telle tenue réelle? Est-ce que j'achèterais pas tout le kit pour être comme machin, etc. Et là, désolé, je vais catégoriser, j'assume complètement. On va rentrer dans une catégorie d'airsofter qui oublie un petit peu qu'il fait de l'airsoft. Il fait de l'airsoft pour exprimer autre chose en général. Et c'est une envie ou une frustration, ou besoin de s'échapper, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des airsofters qui font un kit, pas pour jouer à l'airsoft. Ils font un kit pour jouer ce kit ou pour représenter ce kit. Ce qu'ils n'ont pas pu être dans la vraie vie, ce qu'ils auraient aimé être. Il y a de ça où on n'est plus dans un rôle en mode je m'amuse à être quelqu'un d'autre. C'est un rôle où c'est mon alter ego. Mais moi, j'en ai un dans le Milsim pour ça. Un gros qui, lui, te dira non, c'est pas vrai, il va te dire que c'est juste un passionné. Mais pour être un passionné de mythomanie et de mégalomane au plus haut niveau. Je pense qu'il y en a dans chaque catégorie, dans chaque activité de l'air. Il y en a forcément, mais je vais appuyer mon propos. Ça va peut-être faire polémique ce que je vais dire, pas pour vous, mais pour les gens qui vont écouter. Est-ce que vous connaissez le C-clamp? Ouais. Non. Le C-clamp, c'est une position de tir développée par Chris Costa, un gars qui bossait chez MacPool. Ça se fait principalement sur les AR-15. Peu importe un truc qui a un très long garde-main où on peut se tenir sans se griller les mains sur un canon. Ou en clair, le principe, c'est de prendre sa main gauche, si on est droitier, le plus loin possible sur son arme ou sur sa réplique en airsoft. Ça permet, dans le cadre d'une vraie arme à feu, d'avoir une position où on appuie très fort sur son épaule avec sa deuxième main. Et ça me permet d'être extrêmement stable. Et c'est une position de tir qui est effectivement utile et fonctionnelle, qui est très stable,
qui est parfois décrié tout simplement parce que ça fatigue énormément. Ce genre de position de tir qu'on peut tenir 15 minutes, 20 minutes, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Alors oui, ça permet d'être plus stable, mais c'est une position honnêtement pas confortable et c'est une position de con. Le principal intérêt de cette position, c'est d'avoir une structure corporelle qui fait que on encaisse le recul beaucoup plus facilement. Ouais, c'est une méthode très américaine, ça. À Airsoft, ça pue la merde. Ça ne sert à rien. Même sur un GBBR, il n'y a pas suffisamment de recul pour que ça ait une pertinence. Le seul truc que ça fait, c'est ça te fatigue. Le nombre de gens FS qui se mettent en C-clamp et qui débarquent derrière leur angle en mode high speed low drag C-clamp. Les gars, ça sert à rien. Et ces gens-là, ils sont en full mytho jusque dans des postures qui ne sont pas utiles pour l'airsoft. Ça ne leur donne aucun avantage. Ça les fatigue plus vite, c'est tout. Ils ont tout à fait le droit de le faire, c'est un choix. Mais là, il n'y a plus ce côté je me prends pour un personnage. Il y a ce côté je reproduis à l'identique quelque chose que j'ai vu et que je veux être, en fait. Et là, il est juste à 50% de son potentiel, le Kurma, parce que si je lui dis 3 lettres, car, La CAR, c'est une technique de CQB avec des pistolets. D'ailleurs, ça se fait aussi sur les longues, je crois. Ou en clair, l'arme est à 45 degrés. Ça permet d'avoir une posture Et justement, je voulais en venir à ça. déchaîne-toi. Alors là, je vais parler en tant que professionnel. C'est une totale aberration. Alors déjà, en airsoft, parce qu'au-delà de 40 mètres, tu vas avoir un sacré side spin. Ça va partir, mais tu vas louper ta cible de 2 mètres. Ouais. Pourquoi, sur les golf en bolt, on est capable de toucher une cible qu'on ne voit pas derrière un arbre à 40 mètres en rasant le bord gauche ou le bord droit de l'arbre et on touche la cible parce qu'on incline nos bolts et on se sert de l'effet de l'appui du joint pour avoir le side spin. Donc là, déjà, en airsoft, c'est une aberration. Mais en RS, c'est encore plus une aberration. Nous, sur les entraînements, on ne demande jamais à quelqu'un de pencher son arme. Pourquoi? Ayant des organes de visée au-dessus du canon, si tu viens pencher ta réplique sur une arête qui est verticale, en penchant ça, il y a de gros risques en voulant te protéger que ta visée est sur le joueur, l'ennemi, tu l'appelles comme tu veux, mais ton canon est dans le mur, lui, suivant la hauteur de tes axes de visée. Et ça peut même arriver avec un PA. Donc c'est une aberration de pencher la réplique. Complètement une aberration. Surtout que la position que tu es obligé d'adopter pour faire de la carte donne un profil plus large que juste rester bien collé avec les bras contre le corps. Exactement. Mais nous n'en parlerons pas. Et ça, pour moi, c'est plus seulement du jeu de rôle. C'est plus je suis tel mercenaire gallois qui s'appelle machin et je vais avec mes potes faire une OP bassin airsoft, par exemple. On n'est plus dans le même domaine, hein. Oui, alors sur certaines OP, il y a certains camps qui viennent pour prendre des photos et avoir des super et splendides photos parce que le photographe est excessivement talentueux. Par contre, on met 2 heures à les croiser sur le terrain, ce qui fait qu'on roule sur leurs objectifs. Ou avec le drone, parce qu'il faut prendre le drone vu du dessus, c'est fait très beau. Mais pour rejoindre ce que tu dis, pour pencher la réplique, il y a un gros débat à plus haut niveau, surtout dans le RS, pour l'entrée dans un bâtiment à 2, en bilatéral, où ça se croise au niveau des axes de tir. Ben, si le RS, comme on dit, fait ça, forcément le sauteur dans sur YouTube, dans les reportages de 90 minutes d'enquête, et ils font la même chose. Mais ils cherchent pas à comprendre l'erreur qu'ils sont en train de commettre. Donc ça, pour moi, c'est un peu de la mythomanie, effectivement. On reproduit parce que forcément, à haut niveau du réel, ils le font. Nous, en airsoft, on peut le faire aussi. de toute façon, maintenant, tu n'as plus besoin de 90 minutes ou de 7 à 8 ou quoi que ce soit avec les reportages, hein, avec tous les tickets opérateurs que tu as sur YouTube, qui se la jouent Bien pro, sûr. qui s'inventent un passé, ou qui ont un pseudo-passé et qui se contentent de broder par-dessus, hein. Et qui en plus, il y en a qui se disent: «Attends, je vais pas seulement faire de la thune avec YouTube, je vais aussi sortir ma propre marque de gear, qui soit soi-disant au standard RS». Exactement. Il y a un gros souci là-dedans, surtout, c'est que les gens se posent en expert. Tout le monde va être expert en tout, hein. Dès qu'ils ont un minimum de connaissances, ils sont experts. J'ai fait 2 parties milsim, je suis expert milsim, je serai le référent milsim pour tout le monde. Je sais plus comment ça s'appelle ce graphique-là où au début tu connais rien et tu avoues que tu ne connais rien et dès que tu touches un peu, t'as l'impression de connaître énormément alors qu'en fait il te reste énormément à apprendre. 90% à prendre. Ouais, c'est ça. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par cette reproduction, entre guillemets, des techniques, de tir, de tout ça, qui sont tellement dans un rôle, au final, au bout d'un moment, ils commencent à y croire et à oublier que non, ils sont pas militaires, ils sont pas professionnels, Mhm. ils sont probablement très bien renseignés, mais il y a un truc qui est primordial dans absolument tout et pas que dans l'airsoft. Il y en a un qui va bondir, je dis pas ça pour lui, mais l'expérience, les gars, l'expérience, c'est un truc qui a besoin de temps, qui a besoin d'être vécu, Bien sûr. et c'est ce qui va vous rendre professionnel. Et t'as plein de gens Exactement. qui ont énormément d'expérience dans des domaines qui avouent par expérience que non, ils ne savent pas tout. Moi, on me pose des questions sur l'AEG. Oui, je connais plein de trucs sur l'AEG, mais je connais absolument pas tous les AEG. J'ai jamais eu toutes les merguez entre les mains. Puis avec tout ce qui sort, Et parfois, on me donne un AEG qui est d'apparence, en tout cas, standard, et je bute dessus parce que je ne connais pas tout. Je n'ai pas tout testé. Alors, j'ai des avis sur plein de choses, et il y a plein de choses que j'ai testées. Il faut avoir une expérience, en fait. Et quand tu fais du Jean FS
en CQB une fois par semaine, t'es pas militaire en fait. Et c'est pas parce que sur internet t'as vu une vidéo sur comment faire un kit de survie, t'es pas un survivaliste pour autant. Il y a plein de choses comme ça. Non, mais ça, c'est valable pour tout, en fait. Le problème des gens, comme tu dis, qui sont coincés, qui connaissent que 10 et qui sont persuadés de tout savoir, c'est qu'ils sont en mode: «Non, mais je sais tout, j'ai pas besoin d'apprendre plus» et ils vont se fermer le truc. On apprend toujours, c'est pas parce que tu penses avoir fait le tour de tout que c'est le cas, en fait et faut toujours rester ouvert aux gens. Même si tu penses que la personne en face de toi, elle en sait moins que toi, perds rien à l'écouter parce que probablement que tu vas apprendre des trucs. Parce qu'il sait potentiellement des trucs que toi tu sais pas et inversement. Le problème que j'ai surtout, c'est pas qu'ils se disent pros et qu'ils veulent plus apprendre. Le problème, c'est qu'ils donnent des conseils aux autres en leur faisant croire qu'ils sont légitimes. Et ça, c'est un peu le souci. Discuter d'un sujet, il n'y a aucun problème. Mais j'ai vu certaines personnes dire, moi j'ai fait tel truc, j'ai tel matériel, regarde comment je joue, je sais de quoi je parle. Non, en fait, tu joues. Acheter telle pièce d'équipement et s'en servir pour de l'airsoft alors qu'à la base ce n'est pas fait pour, ça ne te rend pas spécialiste de l'utilisation de ça. Je prends un exemple tout con, mais t'achètes un porte-plaque et tu l'utilises pour de l'airsoft, ça te rend pas spécialiste de ce porte-plaque. Ça te rend spécialiste de ce porte-plaque en airsoft. Et dans la vie réelle, un porte-plaque, son premier but c'est pas de porter tes chargeurs, son premier but c'est de tu te fais tirer dessus, t'es pas mort, quoi. Je me contredis, on est vraiment des gros mythos, on a trop tendance à oublier qu'on est juste des gens qui se tirent dessus dans la forêt, quoi, avec des billes en plastique. C'est ça. Il y en a plein qui sont tellement partis dans la mythomanie à se persuader qu'ils sont ultra légitimes de connaître plein de trucs qu'ils en oublient que non, ils sont juste en train de se tirer des billes dans la forêt ou dans des bâtiments abandonnés, quoi. Et ça, c'est très drôle quand tu as des militaires, qui font aussi de l'airsoft, et que tu as ce genre de personne qui est en train de se vanter d'être un spécialiste et tout, qui commence à sortir tout son blabla, tous ses mythos et il y a le militaire qui est en mode: «Non, ça c'est faux. Comment tu peux le savoir? Moi je suis spécialiste. Moi je suis militaire et je suis vraiment militaire». Au final, c'est quand même qu'il y a le mot le plus juste, c'est qu'on est des mythos, mais sans être des mythos. On se la joue sur nos terrains ou avec nos tenues à la con ou quoi que ce soit, mais au fond, la majorité, même si on se la joue, on sait que ça reste qu'un rôle, qu'on est juste des lambda péons et qu'il faut surtout rester humble et ne pas, comme on l'a dit, se la jouer gros expert de je connais tout parce que j'ai claqué 2000 € dans une tonne de matos pour un rôle. À titre personnel, j'ai claqué beaucoup trop d'argent dans des guerres sud-africains. Je vais jamais dire que je suis un expert sur ce matos-là ou sur comment il s'utilise. Parce que c'est pas en allant jouer une fois par semaine avec ce genre de matos que je vais savoir comment vraiment bien l'utiliser. Un vrai soldat de l'armée sud-africaine, il me regarde, il se tape sa plus grosse barre. Le mec, il est plié de rire parce que je suis un guignol. On est tous des gros guignols et des gros enfants qui jouent avec des nerfs sous stéroïdes et il faut pas l'oublier. Sinon, on finit par finir sur le Nurshi à passer pour des gros glands ou d'autres endroits où on passe pour des débiles à se la jouer, comme certains peuvent le faire. On y revient souvent, mais comme dit Ding Chavez: «Jouez sérieux sans vous prendre au sérieux». Exactement. Quel magnifique mot de la fin pour pouvoir conclure ce final de saison 2. Minou, je te remercie d'avoir participé à cet épisode depuis le temps qu'on parlait de faire un épisode sur l'ACP. J'espère que les questions et les échanges qu'on aura eus auront été à la hauteur de tes attentes et à la hauteur du travail que vous avez fourni sur les 15 dernières années. Oui, merci déjà pour cette invitation. Et oui, parce que je pense que ce que j'ai pu dire et débattre sur l'ACP, tous les gens qui pratiquent l'ACP le savent tout ça. Si on a pu toucher, entre guillemets, un public qui ne connaît pas l'ACP, j'espère que ça a été bien compris, que ça n'a pas été compris d'un point de vue élitiste. L'Airsoft n'a pas de division de Ligue 1, de Ligue régionale. Hein. Donc partant de là, c'est juste une différence d'activité. Donc j'espère que ça a été bien compris dans ce sens-là pour les gens qui vont écouter, parce que il y aura peut-être des gens de la CP, parce qu'on va le relayer quand même sur les filières des réseaux CP. Mais je sais aussi que ça va toucher des gens qui n'ont pas la connaissance de la CP, qui ne pratiquent pas, qu'on ne prenne pas pour des fous non plus quand même, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Hein. Donc merci à toi et aux autres d'avoir permis d'élargir un peu plus la communication à ce niveau-là. De rien. Si, chers auditeurs, vous avez envie d'en savoir un peu plus ou de vous rapprocher de l'ACP, vous avez un lien d'invitation Discord qui est mis dans la description qui vous permettra d'arriver directement sur le Discord qui est géré par Mino, Camille, Blanc et toute l'équipe ACP qui se reconstruit derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser directement. Ils sont assez réactifs sur le sujet. Nous, chers auditeurs, nous allons nous retrouver en 2026, mais pas à partir de janvier, mais plutôt à partir de avril-mai, quand on pourra enregistrer avec un Red Hot qui sera rentré du Japon. Domo. Au niveau du teasing de la 3e saison, nous parlerons donc en premier épisode de l'Airsoft Japon. Red va être finalement obligé d'y passer. Nous aborderons ensuite l'évolution de la mentalité dans l'Airsoft, comment créer une marque tech. On parlera de World War II. On fera un épisode de JDR en collaboration avec la JDR Academy et il y a des sujets que nous essaierons d'aborder qui seront le speedsoft, le dessin de l'airsoft, le cinéma, l'innovation et enfin pour terminer, le pole sim.
Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter sur les réseaux sociaux, à nous mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast favorites et laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire sur chacune des vidéos YouTube. Sachez que vos commentaires font du bien à toute l'équipe. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye! Ciao. Oui, Yasumi. Au revoir tout le monde. Salut!